Enjoy the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Al24 News pour un nouveau numéro d'Hebdo Show Algéria. Merci de nous rester fidèles et de nous suivre tous les samedis soirs. J'ai donc le plaisir de vous retrouver ce soir avec mon équipe de chroniqueurs habituels pour 2 heures de débat, mesdames et messieurs, autour de l'actualité brûlante du moment. On commence avec vous, Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir, Nouret, bonsoir tout le monde. Badis Khnissa est également avec nous, mesdames et messieurs, bonsoir. Salam Azoul, bonsoir. Salam Azoul, bonsoir, comme tous les samedis soirs. Bonsoir à vous également, Faisal Matawi. Bonsoir Nouret. Et puis il y a également Mehdi Rezar. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Nouret, bonsoir messieurs. Sans oublier, mesdames et messieurs, que Nariman Zekar nous rejoindra en dernière partie d'émission. Ce soir, nous allons consacrer une grande partie de cette émission à la commémoration du douloureux souvenir des terribles massacres du 8 mai 45, un véritable génocide. L'État algérien a institué le 8 mai de chaque année journée nationale de la mémoire en hommage à nos nombreux martyrs. Nous allons aborder les différentes thématiques liées à l'actualité du dossier mémoriel, notamment celle de la reconnaissance des crimes du colonialisme. Un dossier encore chaud, notamment en période de crise diplomatique aiguë entre Alger et Paris. Et on va tout d'abord, messieurs, parler du rendez-vous incontournable pour les acteurs économiques mondiaux. Il s'agit du Select Investment Summit 2025 qui se tient donc dès aujourd'hui et ce jusqu'au 14 mai aux États-Unis et plus exactement dans l'État du Maryland. C'est un événement international auquel participe une importante délégation économique algérienne conduite par le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamal Moula. Et c'est à vous que je donne la parole, Mehdi Rezar. Écoutez, dans le Maryland, aux États-Unis, un summit justement par rapport au projet économique mondial va se tenir et nous sommes fiers, grâce à la étroite collaboration entre notre ambassadeur d'Algérie, les institutions diplomatiques d'Algérie à Washington et le président du CREA et son staff, Monsieur Kamal Moula, plus de 35 chefs d'entreprise et plusieurs vice-présidents et membres du staff exécutif du CREA feront partie de la délégation pour porter haut les couleurs de l'Algérie et pour montrer tout le savoir-faire et toutes les évolutions du business en Algérie et la nouvelle Algérie justement en 2025. Donc moi je trouve que c'est on va dire conférence et summit, comme on dit, je ne sais pas la traduction exacte en français. C'est sommet, voilà, exactement. Ces sommets vont prouver encore une fois l'Eldorado économique algérien qui est devenu l'Algérie nouvelle. Et je trouve ça exceptionnel qu'on ait une présence aussi forte, qu'on ait une présence aussi technique avec plus de 35 chefs d'entreprise. Et je trouve que porter haut les couleurs de l'Algérie au pays de l'oncle Sam est une très bonne nouvelle pour le futur. Alors l'objectif donc de ce sommet, messieurs, c'est de promouvoir l'Algérie comme destination d'investissement, renforcer les partenariats économiques avec les entreprises américaines. Badis, la diplomatie économique algérienne très active aux États-Unis. Très active partout, mais y compris aux États-Unis, effectivement, puisque l'Algérie aujourd'hui, avec une vision d'exportation du Made in Algeria, a besoin effectivement d'ouvrir ou de conquérir des parts de marché, notamment à l'étranger, y compris aux États-Unis. Donc ce climat d'affaires, notamment d'opportunités, mais de networking aussi, va permettre un échange structuré, méthodique sur le pourquoi du comment, mais surtout aussi le comment, le how, le comment faire. Donc à savoir comment produire un produit algérien et l'exporter vers l'étranger. Comment aussi avoir cette politique d'attractivité en matière d'investissement des IDE, ce qu'on appelle les IDE, donc des investissements directs étrangers, notamment américains, en Algérie, pour permettre justement une coopération win-win, donc toujours gagnant-gagnant, avec, comme disait Mehdi, de cette Algérie nouvelle qui a besoin effectivement de consolider ses coopérations économiques, notamment avec les États-Unis aujourd'hui. Donc il y a aussi, au-delà de la promotion de la destination de l'Algérie, c'est aussi des échanges, notamment en matière d'expérience, en matière de management, en matière de bonnes pratiques, en matière de conformité, en matière de gestion d'entreprise, de comment optimiser, synergiser. Donc être à l'air du temps,
avec des partenaires, des grands leaders, notamment de grandes entreprises américaines qui peuvent effectivement apporter cette expertise, cet échange de savoir-faire entre les deux pays. Donc je pense qu'au-delà de la diplomatie économique, aujourd'hui on est dans du concret, on est dans du réel, on est dans du factuel, on est dans du palpable et je dirais la locomotive de la diplomatie économique algérienne est en marche. C'est aussi initier des partenariats avec des grandes firmes américaines, c'est aussi s'ouvrir à l'international, c'est aussi, et très 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 important, de consolider la bonne période qu'il y a entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie sur le plan de vue politique, mais également sur le plan de vue commercial. Et ce sommet-là en l'occurrence, va permettre, grâce encore, c'est très important de le répéter, à notre diplomatie forte. Sabri Boukadoum fait un travail exceptionnel à Washington, il l'a à plusieurs fois prouvé. Monsieur Moula, en tant que président du CREA, fait aussi un travail exceptionnel parce que justement, il veut initier le renouveau économique algérien par rapport à des chefs d'entreprise dans le domaine privé pour montrer la solidité de l'économie algérienne. Et ce consortium entre la diplomatie d'un côté et les chefs d'entreprise dans le domaine privé fait justement des expériences comme celle-là qui ne seront que bénéfiques pour l'essor et le développement de l'Algérie et de l'économie algérienne. C'est tout ce qu'on espère en tout cas, Mahdi. Alors l'Algérie est également présente au 3e forum africain de haut niveau sur la coopération sud-sud, un événement Faisal qui s'est tenu à Freetown en Sierra Leone. En Sierra Leone, le Premier ministre M. Nader Al-Arbaoui a été reçu par le président Julius Maada Bio, qui est président du Sierra Leone, et c'est bien que l'Algérie s'intéresse aussi à cette partie du monde, l'Afrique de l'Ouest anglophone, notamment le Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, et tous ces pays, parce qu'on a parlé dans de précédentes émissions de la relation consolidée avec des pays comme la Mauritanie, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, donc, avec ce pays, c'est aussi important d'avoir des relations avec le Sierra Leone, qui est quand même un pays important dans cette zone d'Afrique. Et ce sommet, qui est le 3e forum africain de haut niveau sur la coopération sud-sud et triangulaire pour le développement durable. La coopération triangulaire, ça veut dire les pays sud-sud avec des organisations multilatérales ou avec des pays du Nord. Et dans son discours, le discours du président Abdelmajid Tebboune, lu en son nom par Nader Al-Arbaoui, il a été question de renforcement de la coopération dans plusieurs domaines. Dans le domaine, par exemple, du futur, l'intelligence artificielle, comment travailler ensemble sur l'intelligence artificielle dans les sciences, dans l'économie, dans le développement, dans l'énergie, la question aussi des migrations, de la circulation des personnes, la question des nouvelles technologies, la question des ressources et des énergies. Donc c'est une coopération aussi importante parce que Mahdi et Badis parlaient de leur relation avec un grand pays qui est les États-Unis, qui est un partenaire aussi commercial et économique important pour l'Algérie, autant que l'Union européenne ou la Russie ou la Chine et l'Inde. Il y a ces derniers mois, on a parlé de ce rôle de la diplomatie algérienne qui a beaucoup renforcé les relations avec des pays sud-sud, par exemple avec le sultanat d'Oman, on reviendra tout à l'heure, avec des pays comme le Venezuela, des pays comme l'Ouganda, des pays comme l'Angola. Et donc cette coopération sud-sud est importante sur le plan économique, mais également sur le plan politique, puisque dans son discours, le président Tebboune, à travers la voix de M. Nader Al-Arbaoui, a évoqué le non-alignement. Et on sait aujourd'hui que le monde est polarisé, qu'il y a beaucoup de polarisation, qu'il y a beaucoup de crispation. Autant revenir parfois à des dogmes, à des principes qui ont fait que la paix soit un peu entretenue dans le monde à travers le groupe des 77 ou également avec le non-alignement. Ça veut dire que oui, c'est une diplomatie qui se complète, diplomatie économique, avec cette présence d'hommes d'affaires algériens dans un forum qui est important parce qu'il réunit plus de 4500 participants, et aussi ce déploiement diplomatique en Afrique et aussi vers l'Amérique du Sud et l'Asie. La nouvelle vision d'Algérie, et le président Abdelmajid Tebboune l'avait signalé, c'est justement de recentrer une partie de sa diplomatie vers l'Afrique, qui a été trop longtemps délaissée. Oui, absolument. Elle a été trop longtemps mise de côté. L'Afrique a été trop longtemps mis dans le placard, on va dire. Et là, la nouvelle vision, justement, depuis 2020, c'est se recentrer sur nos voisins premiers qui sont africains, puisque nous sommes algériens, mais nous sommes aussi africains. Et on l'a trop longtemps oublié. Gamal, est-ce que vous pensez que la coopération sud-sud est un axe central de la coopération étrangère de l'Algérie notamment ? Oui, ça revient un peu sur un principe qui avait été édicté dans les années 70 où l'Algérie voulait protéger l'Afrique du néocolonialisme économique, j'en ai déjà parlé. J'aimerais dire simplement une chose, les diplomates sont les VRP de l'Algérie.
quand on est présent dans les salons, comme le monde anglo-saxon, ça commence d'abord par l'Angleterre, maintenant les États-Unis, dans le Maryland, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris le pli d'une économie proactive qui vend des produits algériens. Et je vais parler à titre comme ça personnel par rapport au fait que nous prenions l'avion de France vers l'Algérie et vice-versa. Ma fierté première, c'est qu'il y a 30 ans, quand je prenais l'avion, on ne mangeait pas de produits algériens, on n'avait pas de produits fabriqués chez nous. Et aujourd'hui, quand on prend l'avion, non seulement les serviettes sont algériennes, le fromage est algérien, et quel fromage, une très belle qualité, le chocolat est algérien, tout est algérien. C'est-à-dire que maintenant, l'Algérie a repris la main sur son économie. Et donc, comme on produit sur l'intérieur, il faut que l'outil de production se massifie pour l'export. C'est pour ça qu'il faut signer des contrats, parce que s'il y a des contrats signés, c'est qu'il y a des clients. S'il y a des clients, c'est qu'on peut augmenter la capacité de production. Augmenter la capacité de production, ça veut dire avoir plus d'employés et réduire le chômage. Tout est bénéfique à partir du moment où on considère que l'Algérie devient un hub économique africain. Et c'est vrai que ces plateformes, on doit les investir. Les États-Unis, c'est quand même pas un petit marché, c'est énorme. Les partenariats stratégiques, le développement, le transfert d'IDE, c'est très important. Mais de rappeler, c'est là où j'ai envie de dire aux Algériens, simplement en les regardant dans les yeux, de rappeler une chose essentielle. Si on veut que le pays brille, il faut que tout le monde participe à l'effort. Il faut que tout le monde, ici comme dehors, participe à l'effort d'exportation de produits algériens. Il faut faire connaître le label algérien parce qu'il n'y a pas à dire, on est dans les normes internationales, les produits sont de qualité, ils sont facilement exportables, il faut juste les porteurs de ces produits-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'avoir des diplomates qui représentent l'Algérie pour parler de notre production industrielle, agricole et autres, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas que ça, de faire du transfert de compétences et de ramener les cerveaux algériens qui sont pléthores, je ne parle même pas de la Silicon Valley, mais on en a énormément, pour investir le nouveau champ économique qui est la nouvelle économie, à savoir l'intelligence artificielle, on ne peut pas passer à côté. Tout cela, à mon sens, c'est important. Mais j'ai envie de dire simplement, je fais un appel, comme ça très rapidement, un appel du Dieu, d'un espoir même, j'ai envie de dire. On a les capacités à l'Algérie de devenir un centre de production d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'on a les capacités intellectuelles, on a des gens formés, on a les capacités universitaires, elles existent, on a la volonté affichée politique, elle existe aussi, et on a la possibilité d'investir, parce que l'Algérie est très forte sur le plan technique et technologique, d'investir la nouvelle technologie et les nouvelles technologies alternatives. Donc simplement de rappeler effectivement qu'aujourd'hui on doit tout investir, d'abord augmenter nos capacités d'export et surtout investir le champ des compétences du haut niveau technologique. Juste un commentaire là-dessus sur le forum, même si tout a été dit rapidement, c'est qu'il faut comprendre qu'on garde en perspective l'agenda 2063 d'Afrique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a besoin, d'une manière structurée, méthodique aujourd'hui, de pouvoir impulser une méthodologie, impulser un contexte, un environnement adéquat pour justement mettre tous les pays africains, les États africains, je dirais, sur le pas de tir pour qu'on puisse travailler ensemble, pour qu'on puisse effectivement synergiser nos compétences, mobiliser les ressources qu'il faut. Et encore une fois, pour moi, au-delà du forum, c'est aussi impulser une espèce d'interdépendance, d'abord interne, triangulaire sud-sud avec l'Afrique, mais aussi créer une indépendance par rapport à certains États qui cannibalisent parfois les économies de l'Afrique. Et l'Afrique a tous les moyens d'être indépendante. Parce que dans son message, le président Tebboune à Freetown, il a insisté sur 2 points qui sont importants pour nous, comme tout le continent africain, et même tout le Sud, l'Amérique du Sud, l'Asie. C'est la question de la sécurité alimentaire. Et tout le monde sait que l'Afrique peut vivre en autarcie sans besoin d'extérieur. Et aussi la sécurité hydrique, parce que c'est important aussi. L'Afrique est un continent riche en eau. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des guerres qui risquent d'éclater, ne serait-ce qu'évoquer le cas du Pakistan et l'Inde à travers la division de l'eau, le fleuve qui partage ces 2 pays et l'Indus. Donc c'est une perspective, effectivement, comme dit Badis, une perspective d'avenir. Il faut maintenant préparer l'avenir ensemble. Alors, il ne faut pas oublier, messieurs, que l'Afrique est un continent rongé par le terrorisme également. Et justement, à l'occasion d'un séminaire international sous le thème géopolitique du terrorisme à l'ombre des mutations mondiales, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, M. Saïd Chengriha, est revenu sur l'expérience algérienne de lutte contre le terrorisme durant les années 90. Faisal, un peu de détails sur ça. Absolument, l'Afrique est rongée par le terrorisme parce qu'on a voulu que la situation soit ainsi. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont alimentés de l'extérieur avec de l'armement, etc., pour déstabiliser les nations, déstabiliser les pays, notamment dans le Sahel. Et le général Chengriha a rappelé une réalité. L'Algérie avait pressenti il y a très longtemps le danger du terrorisme qui menace les États-nations, qui menace la stabilité. Et parce que certains peuvent nous donner aujourd'hui des leçons, notamment dans le voisinage. Non, l'Algérie est un modèle cité, y compris par les pays occidentaux, comme un modèle de lutte. Et le général Chengriha a rappelé quelque chose qui est très important, c'est que la lutte contre le terrorisme n'était pas une lutte de l'armée, des forces armées ou des services de sécurité uniquement, c'était aussi une lutte populaire, puisqu'il y avait un engagement populaire, un engagement
des institutions Une d'État. synergie entre le C'est peuple et une les synergie institutions entre le d'État. peuple et les dépenses armées pour lutter contre, parce que tout le monde a compris que ce danger de terrorisme pouvait menacer l'État, pouvait menacer l'Algérie, la retarder sur le plan économique. Et c'est bien à travers donc ce séminaire qui parle de la géostratégie donc du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, de le rappeler. Et l'Algérie plaide toujours pour une coopération interafricaine, une coopération sud-sud aussi, pour lutter contre ce phénomène qui est souvent alimenté en extérieur de l'Afrique. Faisal, pour compléter ce que tu dis, il est bon de rappeler aux personnes qui l'oublient trop souvent, pour moi, ou qui l'oublient de façon... Ou qui font semblant d'oublier. qui font semblant de l'oublier, que l'Algérie a combattu seule, absolument seule, sans l'aide de personne, le terrorisme, a combattu et a surtout vaincu le terrorisme seul. Et c'est très important, sous embargo économique et sous embargo militaire. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. L'armée nationale populaire a toujours été la digne héritière de l'ALN. Elle a toujours combattu pour la défense de sa souveraineté, pour la défense des Algériens et des Algériennes. Mais tu peux même ajouter une chose importante, parce qu'on a tendance à oublier une chose essentielle. 30 milliards de pertes de destruction de l'industrie algérienne. Oui. Ça, c'est les attentats. Beaucoup de morts, 200 000 morts estimés. On n'a pas le chiffre exact, on ne l'aura jamais. Mais surtout, seul, effectivement, et sans argent. On est en 90, le pétrole est à $9. C'est-à-dire qu'on se retrouve surendetté, on n'a pas de moyens financiers, on ne peut pas acheter d'armes, et sous blocus. Donc on a non seulement la sanction financière, le blocus et l'isolement. Donc réussir à obtenir une victoire avec toutes ces contraintes, c'est extraordinaire. Mais on a ce que beaucoup de pays n'ont pas. On a des hommes et des femmes qui aiment leur nation et qui aiment leur patrie. Badis, l'expertise, toute la différence est là. L'expertise algérienne en matière de lutte contre le terrorisme, un exemple aujourd'hui à l'international. Plus qu'un exemple, ce que disait tout à l'heure Faisal, c'est l'Algérie en matière de lutte antiterroriste, c'est un acteur de référence. En matière de légitimité, en matière de crédibilité, en matière d'expertise intrinsèque, parce qu'il faut avoir une expertise de terrain, et l'Algérie là, effectivement ça a été dit par cette tragédie notamment de lutte antiterroriste qui nous a touchés dans notre chair, et puis attention, l'Algérie a connu même le terrorisme international avant même le 11 septembre, ça c'est très important de le rappeler, donc c'est là qu'on a été précurseur sur pas mal de choses en matière de lutte antiterroriste, faut-il le rappeler. Maintenant effectivement, l'Algérie aussi prône une solution globale dans son approche. D'abord préventif, l'axe de prévention, et solution globale, à savoir prévention qui dit développement économique pour pouvoir justement endiguer les problèmes, le fléau du terrorisme. Parce que le terrorisme se nourrit de quoi? Se nourrit de la précarité, se nourrit de la misère, se nourrit justement de la perdition notamment des peuples, certains peuples notamment du Sahel. Donc aller au bout du terrorisme, c'est aller au bout justement de la précarité avec le développement. Et l'Algérie joint les actes aux paroles avec effectivement le fonds d'investissement, avec aussi des partenariats avec d'autres pays du Sahel, avec des pays africains, ceux qui le souhaitent en tout cas, pour qu'encore une fois, au-delà de l'architecture sécuritaire proprement dite, à savoir la stratégie militaire. Et là aussi, on peut évoquer une stratégie militaire adaptée en fonction des guerres asymétriques, notamment puisqu'on parle de groupes armés, mais aussi symétriques, puisqu'aujourd'hui, rappelez-vous, la délocalisation de l'épicentre du terrorisme dans le Sahel, on parle d'armées terroristes, donc y compris adapter une stratégie militaire de guerre symétrique contre des armées. Donc il est important aujourd'hui aussi de rappeler que l'Algérie en matière de référence à l'international, bilatéraux avec les pays qui le demandent, notamment y compris avec la France, en matière de coopération de renseignement, lutte antiterroriste, avec d'autres pays, avec les États-Unis, avec l'ONU à plus grande échelle. Je rappelle que l'Algérie a été précurseur, a d'ailleurs fait voter un projet de loi sur comment endiguer le financement et asphyxier le terrorisme par ses racines, à savoir le cash, le financement. Donc vous voyez bien que nous sommes dans une approche très pragmatique, avec une feuille de route très adéquate, adaptée. Mais encore une fois, une seule main n'applaudit pas. L'Algérie reste disposée à partager son savoir-faire, son expertise, et elle le fait brillamment. Très bien. Alors un dernier sujet à aborder, messieurs, avant la pause. C'est cette visite d'État en Algérie effectuée cette semaine par le sultan d'Oman, Haitham Ben Tariq, une visite qui intervient 7 mois après celle effectuée par le président Abdelmadjid Tebboune en octobre dernier à Masqat et qui a donné un nouvel élan aux relations algéro-omanaises, Faisal. Absolument, c'est un pays important, le sultanat d'Oman. Nous avons des relations historiques avec ce pays. C'est un pays qui, comme l'Algérie, a souffert aussi du colonialisme, d'abord portugais puis britannique. Et la visite historique du président Abdelmadjid Tebboune à Masqat, c'était en octobre 2024, a relancé d'une manière claire et efficace cette visite, avec la réunion aussi de la commission mixte qui a eu lieu en juin 2024. La visite du sultan Tariq Ben Haitham, donc elle est aussi importante puisque elle a été, il y a eu donc des résultats concrets comme la création d'un fonds d'investissement
algéro-omanais, et aussi la volonté des hommes d'affaires et des entreprises omanaises d'investir en Algérie. L'Algérie aussi peut considérer Oman comme une grande porte vers le sud-est asiatique, vers l'océan Indien et également l'Est africain. Et il y a aussi des mémorandums, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pêche, parce que l'Oman est aussi un pays riche en poissons, et dans d'autres domaines, avec des échanges dans les universités également, dans les sciences. Le sultanat d'Oman voudrait aussi supprimer les visas pour les Algériens pour permettre une circulation touristique vers ce pays. Et il y a une volonté aussi de l'État algérien de créer un centre culturel à Mascate plutôt, pour renforcer aussi les liens culturels entre ces deux pays. Oman est un pays où il y a un grand festival de cinéma, où il y a une grande activité théâtrale, il y a une grande activité littéraire, parce que cette consolidation de la relation avec le sultanat d'Oman va dans le sens évoqué déjà par Mehdi Ebadis précédemment, dans le sens du renforcement de relations avec les pays du Sud, avec les pays qui nous sont proches, avec des pays où nous pouvons aussi travailler ensemble sur le plan diplomatique, parce qu'il faut lire le communiqué conjoint qui a été publié à la fin de la visite, où on parle aussi de la concertation entre les deux capitales sur les questions qui intéressent la région arabe, notamment la situation dramatique du peuple palestinien à Gaza, ou d'autres dossiers régionaux qui peuvent se faire d'une manière concertée entre l'Algérie et le sultanat d'Oman. Mahdi, alors le sultan d'Oman a reçu un accueil officiel. Un accueil, une visite d'État et un accueil officiel pour un homme qui le mérite et un pays qui le mérite, un pays frère. Des liens très forts entre les deux chefs d'État ont été créés, ils s'apprécient énormément, ils se respectent, ils se vouent à un respect mutuel profond. Et nous voyons, quand deux personnes intelligentes se connaissent, parlent, discutent, on arrive à avoir des intérêts communs et on arrive à avoir des partenariats de cet acabit-là. Il faut savoir qu'il y a plus d'une vingtaine de traités et de partenariats qui ont été signés, ce qui est exceptionnel, des traités très importants dans plusieurs domaines, dans le domaine hydraulique, dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de l'énergie, et j'en passe. Et on continuera justement à solidifier, à consolider les relations entre Mascate et Alger. Il faut savoir que Mascate a une place prépondérante dans la géostratégie mondiale. C'est un État qui est petit peut-être par la taille, mais qui est très grand par sa diplomatie et par la prestance de son chef d'État. Entre notre président et le sultan d'Oman, une vraie amitié s'est forgée, une vraie complicité s'est forgée, et c'est de très bon augure pour le futur. Badis, l'axe Alger-Mascate représente aujourd'hui un axe fort de promotion de la paix et de la stabilité régionale et globale. L'axe de coopération stratégique, c'est un levier diplomatique, faut-il le rappeler, ça a été dit effectivement. C'est-à-dire qu'on a une coopération économique par excellence, mais on a aussi une coopération diplomatique. C'est-à-dire qu'on a là, en fait, une possibilité, des opportunités de créer des passerelles entre l'Afrique du Nord, l'Afrique et la péninsule d'Arabie. Donc, et puis, vous l'avez dit, il y a une convergence des vues, notamment, il y a une vision commune, à savoir l'ingérence étrangère, à savoir aussi la résolution pacifique des conflits et des litiges, c'est très important, et aussi le rejet de part et d'autre de tout ce qui est polarisation, notamment régionale et internationale. C'est très important de le dire. Donc, je pense que nos deux pays peuvent faire figure de proue, notamment en matière de coopération, pour créer un corridor de coopération interrégionale et internationale entre l'Afrique, comme je disais, et la péninsule d'Arabie, et pourquoi pas peser dans l'équilibre à travers cet espace, dans les équilibres régionaux et internationaux, dans les médiations, les dossiers de médiation sur des dossiers latents notamment, ça a été dit effectivement sur pas mal de conflits armés en l'occurrence actuellement. Donc on voit bien qu'il y a plus qu'une coopération, il y a une symbiose qui permettra effectivement, au-delà de créer des ponts et des passerelles, c'est consolider une diplomatie qui va être au service de l'intérêt commun, une diplomatie être bienveillante pour être au service de la paix et garant de stabilité, notamment dans la région. Oman est une force de médiation aussi, parce qu'elle est médiatrice dans le conflit, dans le dossier iranien, du nucléaire iranien. Et je signale que l'Algérie sera l'invitée de la 7e édition du Salon omanais de l'agriculture, de la pêche et de l'agroalimentaire, Oman Agri-Agrofood, qui aura lieu en décembre 2025. Gamel parlait tout à l'heure de qualité des produits algériens. C'est aussi une occasion de vendre nos produits, de promouvoir nos produits vers sa destination. Et le sultanat d'Oman sera l'invité d'honneur de la 56e édition de la Foire internationale d'Alger, qui aura lieu le 23 juin au 28 juin prochain. Ça veut dire
dire qu'il y a des actes concrets pour consolider le partenariat économique, d'autant plus que la Sonatrach a décidé de créer avec Abraj Energy Services une société mixte dans les services pétroliers. Ça veut dire que c'est du partenariat concret. Puis économiquement, c'est du factuel, c'est-à-dire qu'on a un fonds à en devenir, en tout cas à créer un fonds d'investissement conjoint. Nous avons par exemple l'urée l'ammoniac à Arzeux, la wilaya d'Oran, effectivement, donc c'est du concret. Et en plus, c'est un fonds d'investissement qu'il faut rappeler qui est amené à aider justement dans cette coopération sud-sud. Là, on est vraiment dans du concret qui permettra de lever des fonds, par exemple, d'accompagner des projets pour un développement intégré avec ce qu'on appelle une intégration industrielle avancée. Très bien, merci. En même temps, les Omanais ont très beau couteau, vous allez voir, à l'image traditionnelle de la région, qui donne encore plus de force à l'image de ce pays qu'on appelle l'Asie occidentale. Ce sont des partenariats successifs qui se font avec des pays amis, ce sont des partenariats successifs qui se font avec des pays amis. Et nous voyons que la diplomatie algérienne rayonne et qu'elle est courtisée de par le monde. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle pour notre pays. Très bien, merci messieurs, mesdames et messieurs. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Pour regarder Hebdo Chauffe, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on s'intéresse dans cette émission en grande partie au 8 mai 45, une date de l'histoire de l'Algérie, alors que dans toutes les capitales et les grandes villes du monde entier, on manifeste dans la joie à la fin d'un conflit mondial dévastateur qui a duré 6 longues années. Et la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en Algérie, c'est un tout autre 8 mai 45 qui marque les esprits de par sa barbarie, la barbarie du colon français à l'époque dans les villes de Galma, Sétif et Kharrata. 80 années après, l'Algérie se souvient, et à l'occasion de la journée de la mémoire commémorant donc cette date, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien dans lequel il a tout d'abord rendu hommage aux valeureux martyrs qui se sont sacrifiés pour l'Algérie. Il a rappelé à ceux qui l'auraient oublié que l'Algérie n'accepte absolument pas que le dossier de la mémoire soit relégué à l'oubli et au déni. Faisal. Absolument, c'est un message très clair et rappelé maintes fois par le président Abdelmadjid Tebboune, qui a lui-même décidé de consacrer le 8 mai de chaque année Journée nationale de la mémoire. On célèbre les 80 ans des massacres commis par le colonialisme français. Rappelez-vous, on nous dit toujours, Gabel, que c'était la mission civilisatrice de la colonisation en Algérie, et cette mission a donné plus de 45 000 morts, parce qu'il y a eu un véritable massacre cette journée du 8, à partir du 8, parce que ça n'a pas duré uniquement la journée, ça a duré tout le mois de mai, et même tout le mois de juin, et l'armée coloniale a bombardé des villages, il y a eu des arrestations massives, etc. Le premier à tomber, parce qu'il faut le rappeler, c'était Bouzid Saal, un jeune de 22 ans qui était peintre, 26 ans absolument, et qui portait le drapeau national algérien. Bien sûr, ça n'a pas plu à l'époque, tous les commissaires qui étaient à l'époque, les Biéry, Thor et les autres, et Akiari qui était vice-préfet. C'était donc un massacre d'État qui a été commis, 45 000 morts à Kharrata, Galma, Sétif, Djidjel, Ourissia, Ain Kbira et toutes les villes, parce qu'il n'y a pas que les trois villes on les cite comme symbole, mais en fait le massacre a duré dans toutes ces villes, et le président Abdelmadjid Tebboune, dans son message, il rappelle que mû par son attachement aux droits de son peuple et en reconnaissance de la sacralité de l'héritage de la résistance et de la lutte par fidélité à l'esprit de novembre 1954 et au message éternel des martyrs, l'Algérie ne saurait en aucun cas accepter à ce que le dossier de la mémoire soit relégué à l'oubli et au déni. Pourquoi ? Parce que souvent en France, lorsqu'on évoque la nécessité à la puissance coloniale, l'ex-puissance coloniale, de reconnaître ces crimes coloniaux, ils sont nombreux, l'un d'eux est ce crime commis en mai 1945, considéré comme l'un des crimes les plus atroces, y compris par la partie française. À chaque fois qu'on évoque ça, les Français nous parlent de la rente mémorielle, nous parlent de la repentance, etc. Les Algériens n'ont pas demandé la repentance, ils demandent toujours la reconnaissance des crimes. Et à ce jour, la France n'a jamais reconnu les massacres commis en 1945, en mai-juin 1945, comme des crimes d'État, malgré toutes les demandes, malgré les demandes parfois même d'historiens et d'hommes politiques français, de gauche. Mais cette reconnaissance n'a toujours pas eu lieu 80 ans après. Padis, pourquoi est-ce que justement la France refuse toujours, 80 ans après, de reconnaître les crimes coloniaux commis en Algérie ? Écoutez, je l'avais évoqué rapidement, le nœud gordien aujourd'hui qui bloque effectivement toute reconnaissance de ce projet colonial avec toutes ses composantes dramatiques, violentes, avec les affres notamment qu'a connu notre peuple algérien vaillant depuis 1830,
c'est tout simplement le roman national français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une construction historique de l'idéologie, notamment du colonialisme, pour justement forger une espèce de mémoire collective, je dirais, cohérente. Et comme disait Faisal tout à l'heure, c'est qui a donné naissance à cette espèce de hors-sol, de définition hors-sol qui consiste à dire que la colonisation a eu un effet civilisationnel, mais surtout aussi un effet positif. Mais de quoi parle-t-on? A exterminé une identité, a exterminé tout un peuple, une géographie, puisque là aussi on a été servi par des bombardements et autres. Donc non, je pense que ce récit aujourd'hui, qui est aussi porté dans un continuum, je dirais maladroit, mais surtout un continuum condamnable par une extrême droite, par une droite extrême, par une certaine frange d'une France nostalgique de l'Algérie française, qui consiste à justement bloquer toute critique justement sur le projet colonial et sur la question coloniale. Donc, tant que la France n'est pas capable ou habilitée à réouvrir ce roman national français enjolivé, idéalisé, pour pouvoir justement intégrer ces chapitres noirs, ces périodes sombres de l'histoire française, à savoir la période coloniale, on ne pourra pas procéder à une quelconque évolution en matière de réécriture de la vraie histoire, et non pas l'histoire comme la France l'entend et la France coloniale. Et à ce moment-là, on pourra effectivement, à travers un travail d'historien, encore une fois dépolitisé, qui se base sur des faits, seulement des faits factuels, sur des témoignages, sur la mémoire vivante, encore vivante parfois, qu'il faudra exploiter effectivement pour pouvoir dresser un bilan, mais surtout aussi amender ce roman national français pour qu'il soit adapté en fonction, y compris demain, pourquoi pas, réouvrir les manuels scolaires pour parler des affres et des souffrances du colonialisme français. Justement, vous faites bien de parler des manuels scolaires. Gamal, je me tourne vers vous. Alors, cette date du 8 mai 45, elle revient dans les livres, dans les manuels scolaires. Alors ici, en Algérie, on connaît cette histoire, on la connaît vraiment bien. Depuis très petit, on nous apprend notre histoire. En revanche, du côté français, les manuels scolaires ne parlent absolument pas de ce 8 mai 45, de cet autre 8 mai 45. Est-ce qu'il n'est pas temps que les choses changent, justement ? Évidemment qu'il est temps que ça change. D'abord parce que moi, je vais vous raconter une histoire personnelle. Mon père m'a raconté ces histoires-là, parce qu'il les connaît, comme tous les Algériens, il la connaissait. Et il a parlé du 8 mai 45. Et j'avais écrit dans une rédaction en 3e, donc c'était à l'époque où j'étais très jeune, une petite rédaction de 3 pages. Les profs, alors dans les années 80, mon prof d'histoire l'a lu, il était de gauche. Hein. Les autres profs l'ont lu, ils ont dit c'est quoi cette histoire? Il m'a convoqué, où as-tu appris un truc pareil? On ne la connaît pas. Et ça a choqué l'établissement. Ils ont dit mais d'où sort cette histoire? Comment ce monde peut raconter un truc pareil que personne ne connaissait? Parce que personne dans les années 80 connaissait. Et j'ai expliqué que c'est mon père qui m'a raconté, parce que cette histoire est très connue en Algérie. Il faut rappeler quand même rapidement les éléments, c'est important. Jean-Michel Apathy a été attaqué récemment, parce qu'il a parlé des ouragans sur glane successifs en Algérie. Oui. Ça commence très tôt, mais on va s'arrêter juste à cette date sombre du 8 mai. Ça commence pas tout à fait le 8 mai, en réalité, ça commence le 1er mai. Fête du travail, on tue 3 Algériens, à Oran, à Alger. Ça commence par des violences. Les communistes savent qu'il y aura des violences, sentent la fin de la guerre, et disent aux Algériens, n'allez pas manifester votre joie, parce que vos combattants sont partis en Europe à Monte Cassino, sur toute la Côte d'Azur, pour arrêter les conflits. Donc il leur demande de ne pas le faire. Les communistes sentent la violence arriver, parce qu'il y a des directives qui sont déjà passées. C'est pas du tout un truc qui est arrivé spontanément. C'était planifié. De Gaulle a donné ordre d'écraser les insurrections si elles arrivaient, si le drapeau algérien était sorti. Les choses étaient très claires. Donc c'est un théâtre d'opération qui était prémédité. Et donc quand ça arrive, 8 jours après le 1er mai, effectivement, pendant que les combattants algériens continuent à battre des nazis en Europe, à se tuer, à tirer sur des ennemis de la liberté, soi-disant, pendant que les Français ont promis aux Algériens, il faut le rappeler, c'est important, ils leur ont promis, vous aurez plus de liberté, oui, une reconnaissance régionale, vos drapeaux, votre religion, vos droits. C'est un traquenard finalement. C'est un traquenard. C'est un traquenard de la part de Fourbe. Parce que pour pousser les gens à aller mourir sur des théâtres d'opération, 200-300 000 personnes, c'est facile de leur vendre du rêve. Mais quand ces malheureux se battent, il y a un homme qui est connu, qui a fait un témoignage, se battait à Monte Cassino alors qu'il était effectivement de Steve, et qu'il revient chez lui en allant chercher son père et ses frères, et qu'il apprend que son père n'est plus là parce qu'il a été tué. Mais pourquoi on a tué mon père? C'était un homme bon. Pourquoi on a abattu mes frères alors que j'étais en train de me battre en Europe pour libérer l'Europe des nazis, du racisme, de l'institution illégitime et surtout barbare?
pourquoi on va tuer mes frères en Algérie? Et qu'il apprend en pleurant qu'ils ont été assassinés à Kharata, jetés sur un pont, et que son dernier frère sera abattu comme un chien parce qu'il refuse d'être jeté sur le pont, ou c'est le contraire plutôt, c'est lui qui se jettera du pont parce qu'il ne va pas accepter le sort que lui feront les Français, et il dira « je ne vous laisserai pas le plaisir de me tuer avec une balle ». Eh bien ça traduit une réalité. En France, personne ne connaît cette histoire, et pour cause. Personne ne sait l'invasion barbare française en Algérie, 1830, le million de morts. Personne ne sait les 132 ans de barbarie coloniale, tous les 10 ans un massacre dans toutes les régions. Personne ne sait, ils connaissent un peu vaguement la guerre de libération nationale. J'ai bien libération et pas l'indépendance. On n'était pas dépendants des Français. Faut toujours se mettre ça dans la tête. Les événements. Oui, les événements pour eux et pour nous, la guerre de libération nationale. Personne ne sait parce on réfute cette histoire. On dit non, mais non, notre pays est merveilleux, déclaration des droits de l'homme, l'humanisme et toutes ces bêtises-là. Et dans les faits, ce pays s'est mal comporté. Alors c'est difficile, ça a été dit tout à l'heure par Badis, de revenir sur un roman national qui vous fait des contes de fées. C'est difficile de dire on était des barbares, aussi barbares que les nazis. Et moi je rejoins encore une fois Paty, qui l'a pas bien dit parce qu'il n'a pas pris de références solides, il aurait dû les prendre, de rappeler effectivement que par exemple sur cette période-là, donc courte, ça dure 2 mois, c'était dit tout à l'heure, eh bien, Faisal le dit très bien d'ailleurs, sur 2 mois, on va faire de la chasse aux crouilles, aux bougnoul, à l'indigène, aux soumis, aux musulmans. D'ailleurs, on voit dans les images Absolument. des exécutions sommaires. Sommaire. On le voit ici. Et il faut expliquer maintenant comment ça se passe. C'est important parce que les gens ne le repèrent pas, ils vont le savoir, la véritable histoire. D'abord, on assassine un jeune de 26 ans, scout, musulman. Juste parce qu'il a commis le péché de sortir un drapeau que les Français lui avaient promis. Il faut le rappeler quand même, les fourbes. Et là, ils disent on va lui tirer dessus. Ensuite, les Algériens s'énervent. Il y a 20 morts côté européen, 40 Algériens déjà tués le jour même. Donc déjà, on voit déjà la proportion. Ensuite, on va faire quoi? La police va tirer à vue. Ils vont aller dans les mechtas, dans les doigts, dans n'importe où. Ils vont tuer à vue. Ensuite, ça va être une razzia. Ils aiment bien le terme de razzia pour qualifier les musulmans. Une razzia. Une chasse au bico, comme ils disaient. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les colons vont être, eux qui étaient des pétainistes, il faut le rappeler quand même, c'était des véritables racistes, vont être armés pour aller tuer plus d'Algériens. Parce que ce jour-là, 102 colons vont être tués. Donc on a le chiffre exact du nombre de colons tués, mais on refuse le chiffre algérien de 45 000 morts. Et bien sûr, on s'en tient au chiffre américain, c'est 30 000 morts. C'est ça ce que disent les Américains. Les Français prétendent 1162 morts. Mensonge évidemment historique. Il faut se rappeler une chose importante, c'est que ça fait une moyenne de 5200 morts par jour. Donc par semaine. Donc quand Paty, 700 morts par jour. Quand Paty nous dit il y a un ouradour sur glane par semaine, à ce moment-là, c'est un ouradour sur glane par semaine fois 10. Fois 10. Donc je veux bien entendre les Français nous faire leur petite sérénade, on est gentils, mignons et tout. Mais Paty a raison, effectivement, les nazis se sont inspirés de la colonisation barbare du Sud, se sont inspirés des Anglais et des Français pour appliquer la même chose à des Européens. D'ailleurs, Gamel a également, dans Héliopolis, Exactement. de sinistre réputation. Avec les fours à chaud. Oui, c'est les fours à chaud. Ça veut dire que les Français ont exactement fait comme les nazis. Et le film de Jafar Qassem illustre ce qui s'est passé. Absolument, le film Héliopolis de Jafar Qassem qui a parlé de ça, qui a évoqué ça pour la première fois dans le cinéma. Pour faire disparaître les corps, il y avait des fours à chaud. Les fours à chaud, on les jette à l'intérieur pour les faire disparaître. Ça veut dire que c'est un crime de type nazi. Et en même temps, comme M. Ligné, pardon Gamel, je termine. Ce que disait Gamel par rapport aux colons. C'est vrai que les colons, ils ont joué un rôle, notamment également, et on voit comment les sous-préfets, la police, etc., ont terminé les colons. Ils ont pourchassé surtout les jeunes hommes, partent dans les villages, ils ont dans les constitué des milices de colons. C'est un véritable génocide. L'Algérie a raison aujourd'hui de parler d'un véritable génocide. Le chiffre de 45 000 morts, c'est un chiffre approximatif. Il y a sûrement plus de morts. Et le gouverneur Duval à l'époque, qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, le général plutôt. Il a dit une chose qui est intéressante. Pour une fois, la seule chose de valable dans ce qu'il a dit, je vous ai amené la paix pour 10 ans, faites quelque chose. Ouais. Ça va recommencer. 9 ans plus tard, c'est la révolution qui démarre. Dieu merci, elle aboutit. Mais il explique que notre barbarie aura des conséquences. Et c'est vrai que tous les fondateurs de la révolution algérienne, ce jour-là, Kataib Yassine qui est en prison, faut le rappeler, Farhat Abbas qui est en prison, tout le monde est en prison, mais Salih Haj qui est en prison, tous diront ce jour-là, parce qu'ils y ont cru aux promesses des Français, qui ont été fourbes. Je rappelle la fourberie, les fourberies de Scap, on connaît. Ils ont dit quoi? Parce qu'ils dire que les Arabes sont fourbes, mais ils oublient qu'ils sont aussi fourbes. Ils ont dit quoi? Ils ont dit ce jour-là, mon sentiment national s'est forgé et ne me quittera plus. Et ils n'ont jamais arrêté le combat. 9 ans plus tard, l'action de libération nationale le 1er novembre a démarré. Mahdi, vous pensez vraiment que la France est prête aujourd'hui à reconnaître ses crimes? Une partie de la France, très certainement. Une partie de la France, très certainement, parce que pour moi, ce ne sont pas des crimes, cher Nouhed, pour moi, c'est un génocide, pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Il n'y a pas d'autre mot. Quand j'entends le mot répression, quand j'entends le mot manifestation sanglante, ça me glace le sang. Parce que c'est quand tu tires à vue, quand tu bombardes du napalm à partir des avions que vous venez de voir pour brûler des villages tout entiers.
Quand tu rentres dans des écoles pour abattre les enfants qui font plus d'1,50 m parce que tu te dis que ça va peut-être être de futurs combattants contre toi, quand tu abats une personne d'une balle dans la tête alors qu'il marche dans la rue, pour moi c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide à part entière, et ce n'est pas une répression ni un massacre inhabituel. Donc l'armée coloniale a été une armée sauvage. Quand Jean-Michel Apathy parle d'imagination nazie, moi je pense que c'est les nazis qui se sont inspirés de l'armée coloniale. Ce qui est horrible, ce qui est dramatique, c'est le négationnisme ambiant. C'est qu'une partie de personnes ne comprennent pas ou n'arrivent pas à croire que l'armée coloniale de l'époque a fait ça contre des êtres humains qui ont défendu la France pendant la Seconde Guerre mondiale pour la liberté, pour recouvrer la liberté. Quand l'Allemagne, quand le Troisième Reich était marché sur Paris, les Français ne voulaient que leur indépendance. Et ils se sont battus pour ça. Et quand l'Algérie se bat pour son indépendance, vous voyez les images qui sont terribles. On les a même traités de terroristes. Les Félagas étaient considérés comme des terroristes. Donc non, ce n'étaient pas des terroristes, c'était des combattants pour la liberté, comme Jean Moulin était un combattant pour la liberté contre le Troisième Reich. Le problème, moi je le dis, c'est que les anciens de l'OAS continuent à avoir une mainmise sur la véritable histoire des massacres perpétuels, des massacres quotidiens et des crimes contre l'humanité qui ont été commis dans notre pays. Et tant que ces personnes-là seront en place au pouvoir, feront marcher leur lobby pour cacher la vérité, eh ben, une grande partie des Français penseront qu'il ne s'agissait que de manifestations qui ont dégénéré. Non, ce ne sont pas des manifestations qui ont dégénéré, ni à Kharata, ni à Guelma, ni à Sétif. Ce sont des massacres qui ont été commis aux yeux et aux vues de tous. La France a voté 4 lois d'amnistie, Mahdi. En 1964, en 1968 par De Gaulle, en 1974 par Giscard d'Estaing, en 1982 par Mitterrand, la loi de 64-68 a amnistié. Mitterrand, ça veut tout dire. Oui, Jacques Soustel. Et d'ailleurs, il faut noter qu'en 2005, Mahdi, que la Sarkozy avait envoyé l'ambassadeur de France à Sétif pour la première fois pour évoquer une tragédie inexcusable. Et en 2015, François Hollande a envoyé son secrétaire d'État aussi à Sétif. Mais à ce jour, il n'y a aucune reconnaissance. Aucune reconnaissance. Aujourd'hui, mais l'Algérie ne s'arrêtera pas tant qu'il y aura... Absolument. La demande persévérera et tant que les Algériens continueront à réclamer la reconnaissance, cela se fera un jour ou l'autre. Et vous l'exigez. Inexcusable, oui, c'est bien dit. Oui. Parce qu'effectivement, elle n'est pas excusable, et c'est la raison pour laquelle ils ne m'ont pas l'excuse. Oui. Ça en dit long. On verrouille le vocabulaire. Absolument. Non, j'ajouterais juste, effectivement, le 8 mai, ce génocide à ciel ouvert, effectivement, auquel on a pris des innocents algériens comme cible, facile, qui plus est, parce qu'ils étaient en train de manifester pacifiquement pour leurs droits les plus fondamentaux, à savoir la liberté, l'indépendance, qui, eux, ont permis justement la libération de la France. Mais je pense qu'il fallait, dans la chronologie, s'y attendre au lendemain des libérations de certains territoires, notamment l'Alsace, la Lorraine et autres, où on a invisibilisé les Algériens, on a invisibilisé les tirailleurs. Donc on a été même jusqu'à demander à retirer les Général Leclerc, je peux dire, avant d'arriver à Paris, nous ne laisserons pas les Parisiens voir qu'ils ont été libérés par la colonie. On a demandé à enlever la tenue de combat des tirailleurs pour les donner aux Blancs qui étaient des villageois qui n'ont même pas combattu. Juste pour dire qu'effectivement, c'est les Blancs qui ont libéré la France. Donc il fallait s'y attendre. Je veux dire, un ennemi reste un ennemi éternel. Et en revanche, oui, au-delà de la désillusion, effectivement, puisque là, on a eu un langage de répression massive, avec un génocide, avec une tuerie de masse, et c'est le prélude, ce qui a marqué le prélude, effectivement, du 1er novembre 1954, où il y a eu c'est un jalon déterminant qui a préparé, justement, qui a forgé, qui a structuré, mais surtout aussi qui a, je dirais, chauffé à blanc, notamment la résistance, pour qu'elle se structure mieux, pour que finalement, elle exprime le langage de la lutte armée, non pas la lutte pacifique comme ça a pu l'être par le passé. Puis je reviendrai sur effectivement les reconnaissances. Moi, cette commémoration, à chaque 8 mai, j'ai le même sentiment. C'est plus qu'un hommage à nos aïeux, à notre peuple qui a payé d'un lourd tribut, c'est aussi un testament mémoriel aujourd'hui. C'est un legs vivant aux générations futures, à ces porte-drapeaux d'aujourd'hui, qui sont dans une autre dimension de révolution et de lutte, de notre nature, à savoir révolution technologique, révolution économique,
révolution aussi sécuritaire, puisqu'il est question aujourd'hui de défendre en cohésion nationale et en consolidant le front intérieur nos acquis, justement, les plus fondamentaux, les plus sacrés, à savoir cette indépendance payée chèrement par le sang algérien depuis 1830. Et puis aussi, on évoque à chaque fois cette question de reconnaissance. Il faut qu'on fasse une pédagogie mémorielle. Mais ça, c'est à la France de le faire, comme on l'expliquait tout à l'heure, pour réviser d'une manière juste et équitable, mais surtout aussi regarder l'histoire en face d'une manière responsable. Et j'en finirai pour les reconnaissances. Moi, je crois en la diplomatie parlementaire. Par extension, c'est la diplomatie populaire. Et j'ai pour preuve cette initiative, notamment au Parlement français, récente, le 5 mai, effectivement, où plus de 70 députés ont co-signé une proposition de résolution, notamment pour la reconnaissance des massacres du 8 mai, mais surtout aussi pour ouvrir un dialogue serein, sérieux, pour regarder l'histoire coloniale de la France en face et pourquoi pas commencer un vrai travail de fond, un travail qui respecte les croyances du peuple algérien, mais surtout leurs souffrances. Alors justement, Badis, une délégation composée de 40 élus français et franco-algériens était à Alger pour participer à la commémoration du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 45, composée de députés, de sénateurs, de maires adjoints, de conseillers municipaux issus de différents courants politiques. Mahdi, que représente cette action ? Écoutez, ça représente, comme ce que je vous ai dit juste auparavant, c'est qu'il y a une partie de la population française qui est pour, justement, des relations cordiales et apaisées avec l'Algérie, et qu'une partie de la représentation nationale que nous voyons ici lors de la visite du musée des Moudjahidines avec notre ministre des Moudjahid, ça prouve qu'une partie française, justement, est pour la réconciliation et la reconnaissance des crimes du génocide et de la guerre d'Algérie. Une partie plutôt à gauche, on peut dire. Une partie à gauche, bien sûr. Mais c'est très important de savoir que aujourd'hui, des gens sont au courant de ce qui s'est réellement passé. Et quand une délégation parlementaire vient pour justement rendre hommage à toutes ces personnes qui sont mortes pour la libération de notre chère patrie, eh ben, c'est un bon pas, c'est un pas en avant justement pour on va dire donner la vérité, transmettre la vérité. Voilà. Et ce sont des élus de divers bords. Il n'y a pas que des gens de gauche, il faut le préciser aussi. Ce sont des élus de divers bords. Mais voilà, c'est un pas en plus pour justement arriver à la vérité absolue. Est-ce qu'on peut parler d'initiative historique, Faisal ? C'est une bonne initiative parce que Badis parlait de la diplomatie parlementaire, oui, la diplomatie populaire aussi, parce que la pensée unique voulue par l'extrême droite et la droite dure par rapport au passé colonial français, au passé criminel du colonialisme français, n'a pas eu lieu, n'existe pas. La preuve, ces élus franco-algériens et français qui sont venus exprimer d'abord leur solidarité. Ils ont visité, comme on le voit dans les images, le musée du Moudjahid au niveau du sanctuaire des martyrs à Riyad el-Petr, qui montre aussi, il y a des espaces où on montre la torture massive pratiquée par les soldats français. Ils assistent à ces crimes commis par le colonialisme et reconnaissent, et il y a eu des déclarations au sortir de ce musée qui sont très importantes à mon avis, c'est de dire qu'ils appellent leur pays, la France, à reconnaître ces crimes, L'appel vient d'Alger de la part de Français. C'est important, la symbolique est importante. Il y a plusieurs courants politiques, c'est vrai la gauche, il y a les divers gauches, les écologistes, les socialistes, la France insoumise, etc. Le centre aussi. Oui, le centre, etc. Ça veut dire qu'il y a une opinion, qu'il y a une autre opinion, il a raison, il y a une autre opinion en France. Peut-être qu'elle n'apparaît pas dans les médias de l'extrême droite. Ah non, elles sont invisibilisées comme les victimes algériennes du 8 mai 45. Elles sont critiquées. Ils sont là, ils sont critiqués. Et dans les médias français, certains médias proches de l'extrême droite, parce qu'il faut noter que la plupart des médias maintenant qui dominent l'espace médiatique français, c'est des médias d'opinion, c'est plus des médias d'information, ont critiqué cette action parce que ça ne va pas dans le sens du discours dominant, discours mainstream développé ces derniers mois par rapport à l'Algérie, par rapport au passé colonial français en Algérie. Alors Gamal, justement, cette visite, cette initiative a été fortement critiquée par l'extrême droite française. J'allais le dire à l'instant, justement, en prenant Faisal, et quel courage. Ces gens venus en Algérie au moment où vraiment il y a une offensive violente de la part de cette droite dure et l'extrême droite. On va l'appeler autrement cette droite, parce qu'il y a un mot, il faut la désigner. Évidemment, Badis se fera le plaisir de la désigner avec les bons termes. Simplement de dire quoi ? De dire que franchement, c'est là où vraiment, moi je rêvais naïvement, ça fait longtemps que je ne crois plus au Père Noël, mais tout de même. J'ai 80 ans quand même.
80 ans, est-ce qu'il serait peut-être pas temps que la France commence à reconnaître un peu ses crimes? 80 ans, mais quelle symbolique! La fin de la barbarie nazie, on ne peut pas reconnaître ça. Et là, je commence à me poser des questions sur la santé mentale de certains dirigeants français. Pourquoi ne sont-ils pas capables, 80 ans plus tard, bientôt un siècle quand même, de dire oui, à ce moment-là, on était très mauvais, on a été monstrueux? Pourquoi ne sont-ils pas capables de faire comme tous leurs historiens? Il y a tous les historiens français, à part Lugan, qu'on mettra du côté des voyous qui n'ont pas de cervelle, mais tous les historiens français sont tous d'accord là-dessus. C'est une barbarie. Je parle bien des historiens. Pourquoi ne sont-ils pas capables de faire l'écriture à deux mains entre une partie algérienne d'historiens et une partie française, dont Stora fait très bien le travail? Bien simplement parce que le dogmatisme de ce fameux roman national, cette obsession de dire on est des anges, on est un pays merveilleux, on est un pays intégrationniste, on est un pays qui va civiliser les autres, ce pays-là n'est pas capable de se remettre en question simplement pour des raisons dogmatiques. Et moi je dis simplement aujourd'hui, mais faites ce travail, parce que le train passe, et le jour où l'Algérie ne voudra plus entendre parler de vos excuses, ce jour-là les autres partenaires sont déjà présents depuis longtemps et vous ne serez plus là. Faites ce travail, ayez le courage d'affronter vos démons et cette extrême droite crasseuse qui monte en puissance en Europe et qui devient de plus en plus sale. Dieu merci en France, elle vient de s'effondrer avec Le Pen qui s'est fait attraper comme une voleuse de sac à main, mais il faut quand même avoir ce courage. Juste sur l'initiative, effectivement, moi j'aimerais revenir parce qu'il y a un signal très fort qu'on peut entreapercevoir justement à travers cette initiative, cette délégation, c'est d'abord de dire que l'Algérie n'a pas que des ennemis en France. Oui. L'Algérie a des soutiens. L'Algérie a aussi des amis de l'Algérie, comme il fut un temps, de la période révolutionnaire, de la révolution algérienne. Et surtout, l'Algérie a des enfants en France. J'y viens, justement, effectivement. Mais au-delà, c'est qu'effectivement, on a parlé d'autres parlementaires qui sont des amis de l'Algérie, mais aussi il y a les enfants de l'Algérie. C'est comme pour dire que d'une seule voix, effectivement, la communauté nationale établie à l'étranger, avec les amis de l'Algérie, œuvre justement à renforcer, consolider les passerelles pour pouvoir justement créer des canaux de dialogue et pourquoi pas de reconnaissance et autres. Et je pense et je crois, dur comme fer et je me répète, sur cette diplomatie de la société civile parce qu'elle est portée par des citoyens qui ont des convictions humanistes et humaines avant toute chose, avant qu'elles soient politiques ou de corpus idéologique quelconque, qu'ils soient de l'extrême droite ou autre. C'est des gens, c'est des humains. Ils savent interpréter effectivement un projet colonial et ses affres. Ils savent interpréter une extermination caractérisée, structurée notamment de la France coloniale. Donc c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui c'est très important de rappeler en ces périodes obscures, en ces périodes de doute, notamment dans laquelle effectivement l'extrême droite s'en mêle, la droite extrême, la droite hors les murs, je pourrais en parler plus tard. Mais là, on a un signal très positif qui consiste à dire effectivement, il y a des dynamiques, il y a des synergies. Elles sont peut-être peu suffisantes ou peu visibles, et pour cause, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, la polarisation, quoique ça marche dans les deux sens, polarisation des médias français aujourd'hui fait qu'elle occulte notamment les voix dissonantes, elle occulte les voix sages et raisonnées, elle occulte aussi les voix, y compris des enfants de l'Algérie qui veulent effectivement mettre un terme à ce brouhaha, se mettre un terme à ce capharnaüm, mettre un terme effectivement à cette gabegie, et enfin, et je dis bien enfin, entamer un dialogue sérieux, responsable, à travers justement, pourquoi pas, des porte-paroles, des ambassadeurs comme les enfants de l'Algérie aujourd'hui, à travers cette délégation. Et vous, en tant que membre de la communauté algérienne établie donc en France, Badis, qu'est-ce que vous répondez à cette extrême droite qui critique cette action? Qu'est-ce que vous en pensez, Badis? Du bien ou du mal? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Badis? Non, mais je les plains d'abord. Je les plains parce qu'il faut un cerveau pour pouvoir raisonner, effectivement. Il faut une vision pour pouvoir réfléchir. Il faut une certaine cohérence pour pouvoir agir effectivement en toute responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ils s'inscrivent dans une démarche d'intimidation, de provocation, bien évidemment. Ce que nous subissons tous les trois quotidiennement. C'est mon complice. On a le dollar. Tous les trois. Non, je le dis sur ce plateau, moi je mets le pied dans le plat. Hein. Je te coupe, Badis, excuse-moi. Parce que Badis, c'est quelqu'un de très intelligent, de très discret, de très diplomate. Mais moi, je suis le gros bourrin qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. On l'avait remarqué. Donc, je le dis, nous subissons une intimidation ciblée. Nous subissons une intimidation permanente, tous les trois comme nous sommes. Peut-être, je vais prendre la palme de ça, moi un peu plus que vous deux. Un petit peu. Au niveau des arrivées et de mes venues, on va réclamer votre palme, ils vont vous la ramener. Voilà, nous voyageons une fois par semaine tous les trois et nous avons diverses déconvenues, voilà, avec les autorités aéroportuaires. Vous êtes bien diplomate, messieurs. Hein. Mais non, moi pas. Non, moi je sais que c'est de l'intimidation à outrance, mais honnêtement maintenant j'en rigole parce que c'est lassant à la fin.
ça devient, on va dire même vraiment drôle, parce que c'est tellement vulgaire, c'est Tu peux tellement... traduire des retenues d'une heure à l'aéroport, à chaque fois, aux entrées, aux sorties, il n'y a pas que ça. Hein, Y compris ton épouse. Y compris mon épouse, y compris mon enfant, des intimidations fiscales, des choses comme ça. On a de tout. Mais c'est pas grave, parce qu'on est droit dans nos bottes. On n'est pas là, on va le dire très sincèrement. On ne pense pas, étant nous enfants de l'Algérie, qui vivons à l'étranger, on n'est pas là pour critiquer le pays France. On est là pour critiquer le gouvernement qui se droitise à outrance pour des questions qui ne sont pas. Nous ne sommes pas là pour justement crier à la victime. Nous ne serons jamais des victimes. Je ne connais pas un Algérien qui est une victime. Mais nous sommes là juste pour dire que nous avons des devoirs. Et le président l'a bien dit lors de sa dernière interlocution, que les personnes qui respectent la loi dans les pays étrangers n'auront rien à craindre et auront la protection de l'Algérie. Mais nous ne voulons pas justement subir à chaque fois l'acharnement de l'extrême droite perpétuel contre nous. Très bien, alors cet acharnement de l'extrême droite, messieurs, on va continuer à en parler dans quelques instants. On reviendra également sur donc, la suite donc, de la commémoration du 8 mai 45. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Vous êtes bien sur Al24 News, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on poursuit notre débat autour des massacres du 8 mai 1945 et cette commémoration du 80e anniversaire. Faisal Matawi, avant de poursuivre donc, ce débat, il y a une information exclusive pour Al24 News qui vient de tomber. Absolument, c'est une information exclusive à Al24 News, c'est une information que nous avons apprise ce soir. C'est une nouvelle manœuvre du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui a envoyé des hommes aujourd'hui avec des faux passeports, avec des passeports diplomatiques, sous couvert de passeports diplomatiques. En fait, c'est des hommes qui appartiennent à une direction qui dépend de ces services, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, de GSI. Évidemment, l'Algérie qui a constaté que la partie française n'a pas respecté la procédure en la matière, a tout de suite considéré ces personnes comme des persona non grata et ils ont été expulsés pour exprimer une colère par rapport à l'Algérie, du territoire algérien. Parce qu'ils n'ont pas respecté les procédures légales. Légales, absolument. Voilà, et diplomatiques aussi. Voilà. Parce que quand on entre dans un territoire avec un passeport diplomatique, d'abord il faut informer toutes les parties en respectant la Convention de Vienne et tous les accords consulaires existants entre les deux pays. Donc c'est une manœuvre, encore une fois, de ce ministre de l'Intérieur qui mène une croisade contre l'Algérie depuis plusieurs mois et qui utilise tous les moyens pour essayer de faire des pressions sur l'Algérie qui continue à défendre sa souveraineté. Donc finalement, l'extrême droite ne recule devant rien. Il utilise tous les moyens pour le pourrissement de la situation, et pour le pourrissement de la relation bilatérale algéro-française. Absolument. C'est un moyen de plus pour essayer de narguer l'Algérie. L'Algérie a pris une rétorsion immédiate, et a décidé d'expulser ces personnes vers la France. Narguer l'Algérie et la France, on peut le dire. Parce que oui, aussi narguer l'Algérie et la France, exactement. Il ne respecte rien. Non, on se constate encore une fois que dans la manœuvre grossière de ce monsieur qui n'est pas très fin, hein, on a bien compris, où il passe son temps à jeter des cailloux comme ça pour essayer d'attaquer, dans une rage qu'on devine quand même, il y a quand même un certain dogmatisme. Il avait déjà fait un coup avec un agent consulaire algérien qui a été effectivement arrêté comme un voyou dans la rue. Pour des motivations ridicules, l'Algérie serait devenue un État terroriste, pire, un État voyou. Pas un agent, excuse-moi, je suis désolé de te le dire, je veux qu'on bannisse ce mot d'agent consulaire. Je veux qu'on bannisse ce mot d'agent consulaire. C'est un diplomate qui a été arrêté en pleine rue comme un voyou, alors qu'il a une couverture diplomatique du fait des conventions de Vienne et des différentes conventions internationales. Donc, quand on me parle de la convention de Chicago de 94 pour les OQTF, quand on me parle de la convention de je sais pas quoi pour diverses choses qu'on reproche à l'Algérie, il faut d'abord respecter les conventions internationales et les conventions de Vienne qui régissent les procédures diplomatiques. Donc ce n'est pas un agent consulaire, je le dis et je le répète parce que les médias mainstream mettent ça sous le mot d'agent consulaire pour baisser la faute qui a été commise. C'est un diplomate. Tout à fait, je suis d'accord avec ça, c'est vrai que faut utiliser les bons termes, parce que quand on désincarne, c'est un peu comme islamophobie qu'on ne va pas nommer, en vérité c'est bien diplomate et ça veut dire qu'il ne doit pas respecter les procédures diplomatiques et les conventions qui les lient effectivement à certains accords internationaux. Simplement, l'offensive de M. Retailleau est grossière, visible,
vulgaire. C'est quelqu'un qui ne veut pas se rendre à l'évidence qu'il a perdu la bataille et qui passe par des chemins de traverse pour essayer de revenir, se remettre en scène. Cette démarche haineuse, évidente, cette démarche revancharde, cette démarche, je le rappelle, d'un catholique intégriste, il faut rappeler quand même d'où il vient ce monsieur, qui a été dans les écoles privées, qui a été éduqué à la sauce de Villiers, qui était d'ailleurs dans son parti, j'ai déjà dit. Cet homme-là a une posture très offensive et agressive qui flirte avec la haine raciale, on l'a bien compris, et qui a conduit, d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est important, parce qu'on l'avait peut-être évoqué la semaine dernière, à une chose grave. Les paroles ont des conséquences sur le terrain. Paix à son âme. Aboubacar Cissé a été assassiné parce que des gens disent « abat le voile ». Abat le voile. C'est Retailleau qui le dit. C'est Retailleau. Il le dit dans un groupement en plus d'extrémistes, dans une réunion assez crasseuse d'extrémistes, dans laquelle il n'aurait jamais dû aller, puisqu'il est ministre en fonction, donc il n'a pas à se prêter à ces... Et ministre des cultes. Et des cultes, enfin des cultes, ministre inculte, je veux dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il le dit sans culte. Mais culotté par contre. Il le dit, on va rater les jeux de mots, mais ce que je veux dire, c'est qu'il le dit dans une réunion où vraiment on a tout un tas d'islamophobes racistes et dégénérés qui sont en face de lui, et il leur jette à la figure, abat le voile. Vive le sport. La dernière fois que j'ai entendu vive le sport et abat les juifs, c'était en Allemagne. C'était en 1936. 36, merci. Les Jeux Olympiques étaient le prétexte à cela. D'ailleurs, on reproche aux pro-palestiniens de sortir les drapeaux pendant des Jeux, le foot en l'occurrence. On ne reprochait pas ça aux nazis à l'époque, apparemment ça dérangeait moins. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on dit abat le voile, on donne un curseur de violence autorisé. Pourquoi ? Parce que quand je dis quelqu'un abat une personne, ça, je vais la tuer, la battre. La battre, ça veut dire lui tirer dessus. Oui. Et il se trouve que le type n'est pas venu avec un fusil ou un pistolet, il est venu avec un couteau. Un abattage rituel. Ça existe aussi. 53 coups de couteau. 57 pour être précis. 57 pour 52 coups de couteau pour la jeune fille avant. Abattage rituel. On fait ça à des moutons ou à des veaux. On ne fait pas ça à des êtres humains. Donc M. Retailleau est le principal, et je le dis et pèse mes mots, responsable de cette atmosphère crasseuse qui a conduit à cet abattage rituel. L'homme qui a été assassiné, évidemment, de façon lâche, puisqu'il était en prière quand l'autre lui a mis des coups de couteau dans le dos, eh bien la conséquence directe, c'est qu'effectivement l'atmosphère crasseuse s'est installée en France. Et là, il ne parle pas de terrorisme. Il a osé parler de terrorisme de la part de ce diplomate. C'est vrai que le terme exact, c'est diplomate. Il a osé dire une enquête terroriste parce que monsieur l'aurait, parce qu'il a été borné, aurait emmené un type dans une forêt et séquestré 27 heures. Je suis désolé, le terrorisme, c'est pas ça. Le terrorisme, c'est de frapper fort pour créer un climat de terreur dans toute une communauté. Là, on est loin de ça. On parle d'un type qui est considéré comme un voyou, qui est recherché, et il aurait été, je dis bien il aurait été parce que l'enquête n'a pas commencé, séquestré pendant 27 heures, ça devient le terrorisme. Et là où c'est sale, c'est que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que M. Retailleau, tout seul comme un grand, et oui, il est tout petit mais il se prend pour un grand, M. Retailleau, qu'est-ce qu'il fait? Il nous explique que l'Algérie devient un État terroriste. Elle qui a lutté 10 ans contre le terrorisme. Elle qui a montré exemple au monde entier, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'avant le 11 septembre, c'était nous qui subissions le 11 septembre tous les jours. Et bien maintenant, il essaie de maquiller les choses, de patiner d'une façon un peu grossière sa propagande vulgaire pour dire que l'Algérie serait un État terroriste, un État voyou. On l'a entendu ça aussi dans les médias. Je dis simplement que l'État voyou aujourd'hui, c'est celui qui ne respecte pas la démocratie. M. Retailleau n'est pas un élu de la République. Il n'est pas élu. Il a été nommé alors qu'il n'a même pas gagné aux dernières législatives et qu'il est donc illégitime. Je réclame à l'État français le fait de mettre hors d'état de nuire ce personnage qui pourrit la relation entre la France et l'Algérie. Et je vous le dis simplement, M. Retailleau n'est pas la France. M. Retailleau, c'est la rance. C'est la France-rance. Donc il faut vraiment être très clair. Quand on va développer un discours raciste, racialiste, suprémaciste, occidentaliste, on a un problème. C'est un occidentaliste, et j'utilise ce terme que je viens d'inventer uniquement pour caractériser le personnage. Non, j'aimerais revenir sur Roland Retailleau, effectivement, puisque c'est lui le principal, je dirais, acteur, architecte de cette brouille, notamment entre l'Algérie et la France, et qui fait tout pour saboter, effectivement, lueur d'espoir. Je reviens sur la chronologie, par exemple. Tu parlais d'état de droit, effectivement. Il a une certaine perception de l'état de droit. Lui-même qui, en mois de septembre 2024, avait dit quoi? Avait dit que l'état de droit n'est ni intangible, ni sacré. C'est pour vous dire qu'effectivement, pour un ministre de l'Intérieur, c'est très grave. Et c'est ce qui fait de lui aujourd'hui une menace, non seulement pour lui, une menace pour la France, une menace pour les relations bilatérales, entre autres avec l'Algérie. Mais j'aimerais revenir sur la chronologie pour comprendre, pour que vraiment on situe le phénomène, mais on situe aussi qui est fautif et qui essaye d'avoir un discours sage et raisonné dans cette brouille. 31 mars, appel téléphonique contre nos deux présidents, le président Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron. Il y a une lueur d'espoir qui s'inscrit et qui s'illustre par effectivement la visite. Un appel très constructif, qui s'illustre d'ailleurs par la visite de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français, à Alger, avec d'autres discussions. Et là aussi, pareil, une lueur d'espoir en matière de discussion sérieuse, respectueuse, mutuelle. On commence à apercevoir un semblant en tout cas d'aller vers ouvrir des canaux de dialogue. Et qu'est-ce qui se passe? Figurez-vous
Bruno Retailleau s'en mêle. Ce provocateur, ce haineux, ce raciste, disons-le, cette personne qui a une maladie qui s'appelle l'algérianite. C'est une addiction contre l'Algérie, contre tout ce qui représente l'Algérie. Et qu'est-ce qu'il fait ? L'arrestation notamment de notre diplomate, et je reviens sur effectivement la définition, parce que c'est en pleine rue. Mehdi, c'est pour se soustraire de la responsabilité d'abord vis-à-vis du droit international, mais vis-à-vis aussi du droit les plus fondamentaux individuels. Cette personne a été arrêtée manu militari dans la rue comme un vulgaire criminel et voleur à la tire, alors que c'est un diplomate qui est d'abord protégé par des lois, des droits internationaux, la Convention de Vienne, mais aussi protégé par le droit tout simplement, le droit des individus en tant que citoyens sur un territoire. Il y a cet accord justement de protection. Donc vous voyez bien que c'est ce qui a permis, de son point de vue en tout cas, de jeter de l'huile sur le feu. Et là, on est rentré dans une espèce de cycle infernal, sempiternel, dans lequel l'Algérie, effectivement, a rappelé, et là aussi c'est important de le dire, parce que l'Algérie, à chaque fois, a eu une réaction raisonnée, raisonnable, sage et responsable, à savoir l'expulsion de qui ? De qui parle-t-on ? D'agents de la DGSI. C'est quoi la DGSI ? C'est un organisme sécuritaire rattaché à qui, figurez-vous ? Je vous pose la question. Ministère de l'Intérieur. Ah bah Bruno Retailleau, encore lui. Donc vous voyez bien, en revanche, la France, qu'est-ce qu'elle a fait ? Dans un effet de réciprocité maladroit et irresponsable d'ailleurs, qui nous pose beaucoup de questions et qui impose certains doutes, notamment sur la faculté de cette diplomatie aujourd'hui française, qui finalement soutient un pyromane plus que soutient un discours de logique, un discours cohérent et responsable. Eh bien, elle expulse qui ? 12 diplomates algériens. Diplomate. C'est pas la réciprocité, il parle de riposte graduée. Il faut rappeler quand même la méthode. Jay se prend en guerre, riposte. Quand on voit le personnage, ça fait rigoler, c'est pas lui qui fait la guerre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il crée des incendies. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de rigolo parce que tous les ministres de l'Intérieur, quel qu'il soit, le précédent n'était pas non plus brillant, mais il y avait quand même une posture. Là, il se substitue à l'état de droit. Il le nie. Il se substitue à sa fonction d'exécution de tâches intérieures. Il est là pour la sécurisation des Français et pas le reste. Et il essaie de qualifier des pays d'États voyous. Bon, il n'assume même pas ses responsabilités. Il prend le rôle d'un ministre de l'extérieur. Ça n'existe pas, mais ça vient d'être inventé. Et il fait quoi ? Il crée un incendie en permanence. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? L'Algérie a passé son temps, et il faut le rappeler quand même, parce que tu viens de dire à l'instant, à tendre la main malgré tout. C'est-à-dire qu'en dépit de ces agitations un peu ridicules et puériles d'un enfant de 12 ans, comme on le voit, avec ses lunettes de voyou, il se prend pour un mafiosi. Hein. Quand je le vois un mafiosi. Des lunettes dans une salle, je me posais des questions. Bref. Donc, ce monsieur passe son temps à incendier la relation. Ça se passe bien lundi, mercredi, il met le feu. Et sur des trucs bidons, je veux dire, là on parle bien d'une affaire qui aurait 1 an, dans laquelle rien n'est constitué, il n'y a même pas de procédure légale qui est en tête en mer, on ne sait même pas s'il y a l'instruction. Mais au-delà de la preuve, on ne sait même pas s'il y a l'instruction qui a été commencée, on sait juste qu'il a essayé de nommer l'Algérie. Déjà, il trahit. Oui, et il trahit le secret de l'instruction. Normalement, il ne doit pas le faire ça. C'est pas normal. Au pire des cas, s'ils interpellent un homme dans la rue, en l'occurrence un diplomate, ils ne disent pas. Il y a les conventions qui régissent les relations d'État à État. Donc il crée à chaque fois le feu. L'Algérie a passé son temps à tendre la main au président français parce que c'est le seul interlocuteur sérieux et crédible. Il n'y a qu'à lui qu'on devrait parler. Il ne faut pas parler aux petits agités comme ça qui vont sauter le 10 juin peut-être, je l'espère. Aujourd'hui, la France, la relation entre la France et l'Algérie est gâchée parce qu'il y a un courant politique raciste, et je pèse mes mots, qui a une obsession raciale, le voile, la prière, l'islam, le ramadan. Le ramadan. Le ramadan, c'est une obsession. Et chez lui, les filles qui font du foot parce qu'ils ont un cheveu sur la tête, il y a un problème. Il y a une obsession racialisante. La baya, c'est une obsession. Vraiment, ils sont obsédés par ça, comme si c'était une maladie contagieuse. Et là, c'est bientôt l'été, donc ça va être le burkini, certainement. Et là, on est à 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il utilise exactement le discours que les nazis utilisaient contre les juifs. Les rites, l'abattage rituel nazi, quand les nazis dénonçaient ça sur les juifs, ils le faisaient. Le problème des mosquées aujourd'hui, c'était les synagogues d'hier. Le problème de la présence visible des juifs avec la pratique religieuse, avec leur fameuse tenue des yiddish et puis les tenues simplement des juifs pratiquants, était problématique pour les Allemands. Lui, il fait la même chose. Et il montre les femmes du doigt, il montre les barbus, ça va arriver la barbe, ne vous inquiétez pas, l'hipster, c'est fini. Simplement parce qu'il a une obsession. Alors moi, je dis simplement, quand je vois ça, quand je vois la relation qu'il a, les gestes dynamicaux qu'il multiplie, l'offensive médiatique, parce qu'en plus, il est accompagné de médias d'extrême droite, il ne va pas dans les médias nationaux, il faut être très clair. Quand je vois ce comportement, je me pose la question sur sa santé mentale. Vraiment, sincèrement, je m'interroge. Est-ce que cet homme veut du bien pour les Français ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a 5 à 6 millions de Franco-Algériens. Il y a surtout 6 000 opérateurs économiques français en Algérie. Il y a un recul déjà de l'économie française en Algérie. Au lieu qu'elle progresse, elle recule, à cause de personnages comme lui. Mais il n'a absolument pas le sens de l'État. C'est-à-dire que les Français qui entendent cette émission, ils l'entendent, je sais qu'ils l'entendent, doivent savoir que nous avons à cœur le bien-être de la population, contrairement à lui.
Lui, c'est son dogme qu'il a à cœur. Il faut tout faire pour le mettre hors d'état d'honneur. Je rappelle à M. Macron de faire en sorte de le démettre de ses fonctions. Il n'a rien à faire à ce poste. S'il veut faire la guerre, qu'il la fasse dans son coin, dans ses élites. La France insoumise, pardon Mahdi, la France insoumise a déjà fait un appel au Parlement. Bien sûr, j'ai vu. La partie d'opposition, c'est elle qui a gagné les élections, mais c'est pas elle qui gouverne, a appelé pour démettre justement LFI, oui, la France insoumise, démettre Bruno Retailleau parce qu'il est devenu un danger d'abord pour les relations extérieures de la France, pas uniquement avec l'Algérie, avec l'ensemble des pays musulmans. Oui, tout à fait. Parce que l'islamophobie qu'il développe et qui devient dangereuse parce qu'il y a des actes islamophobes qui ne sont pas évoqués par les médias valorisés et les médias de l'extrême droite, chaque jour il y a des attaques, mais de moindre importance peut-être entre guillemets que celle d'Aboubacar Cissé, et c'est à cause de Bruno Retailleau. D'ailleurs, le cas Retailleau est un cas qui doit être enseigné dans les facultés de sciences politiques à travers le monde. Si j'ai jamais vu dans l'histoire des États et des nations, il y a un ministère des Affaires étrangères, il y a un président qui est en charge de la politique extérieure, il y a un ministre de l'Intérieur qui met sa politique extérieure à sa manière contre un pays en permanence. Il prépare son élection s'il sera élu lors du 17 ambition politique dévorante le 17 mai avec et devinez qui son directeur de cabinet de la campagne électorale, c'est un Marocain. Il y a d'ailleurs un portrait dans le Paris Match dernièrement qui est présenté avec beaucoup de brillance. Il est présenté comme un homme brillant. C'est lui qui conseille donc Retailleau par rapport à la campagne électorale. Donc il a un racisme sélectif. Oui, un racisme sélectif. C'est parce que l'Algérie c'est devenu vendeur. Faites le parallèle avec les déclarations faites par Bruno Retailleau par rapport au Maroc. Oui. Le Maroc est un exemple. À chaque fois il est cité comme un exemple. Il fait donc le parallèle. Donc c'est un homme qui effectivement il y a beaucoup de questionnements à poser sur les intérêts de son pays qu'il défend, parce qu'avec la France et l'Algérie, il y a pratiquement rupture des relations sécuritaires. C'est pour ça qu'il y a eu cette manœuvre d'envoyer des hommes avec des passeports diplomatiques. Pratiquement, mais il n'y a pas eu. Pratiquement, juste un instant, c'est important. Avec les services avec la DGSI, mais il n'y a pas eu. Qui dépend du ministère de l'Intérieur. Ils n'ont pas. C'est là où on voit le sens de l'État pour le coup et de la sécurité algérienne, c'est qu'ils ont viré les gens de la DGSI parce que c'est Retailleau, il faut être très clair. C'est des petits policiers. Mais ils n'ont pas viré ceux de la DGSE parce que l'Algérie a à cœur de garantir la sécurité régionale, comme la France d'ailleurs en l'occurrence, et cette communication reste de mise. Donc il y a vraiment un rapport de se dire que lui il met l'incendie, alors que les Algériens ne répondent pas à ce genre de dérive par l'incendie. Ils restent quand même très cohérents, très concrets et très sécuritaires parce qu'ils veulent assurer effectivement le bien-être de la région. L'Algérie effectivement elle est cohérente dans sa position, l'Algérie elle est cohérente dans sa posture aussi, sa posture et surtout les efforts consentis pour effectivement arriver à une évolution palpable mais surtout tangible. Sauf que nous avons quoi en face? Nous avons effectivement un saboteur. C'est ce qui phagocyte de l'intérieur effectivement toute évolution, qui veut aller vers la rupture diplomatique, qui veut même, j'irai plus loin, veut aller vers la guerre diplomatique. C'est ça dont il est question, à l'affrontement. Et j'ai envie de vous dire, effectivement, oui, il y a une confusion avec son agenda politique, notamment avec un calendrier électoral, à savoir les présidences. Parce que récemment, dans un meeting, il a dit qu'il marchait sur les traces de Nicolas Sarkozy. Donc, je veux dire que quel exemple déjà. Ça nous pose des questions effectivement. Absolument. Donc il finira en bracelet électronique. Peut-être qu'il fait ce qu'il veut. Il lui donnera son fournisseur de bracelet électronique. Mais ce que on dirait celle-là. Non, je la garde. Ce que je veux dire par là plus sérieusement, c'est qu'effectivement, et c'est là où je reviens sur la position de l'Algérie très sage et très patiente, sauf que la patience a des limites. Oui, bien sûr. L'Algérie est en colère aujourd'hui par rapport à cette immaturité, cette irrationalité, où effectivement on peut émettre légitimement des doutes sur l'accointance, la collusion notamment de l'Élysée, du Premier ministre, y compris Bayrou, par rapport à cette question. Il est aujourd'hui fondamental, comme tu disais tout à l'heure, de soutirer cette gangrène de l'équation pour qu'on puisse effectivement instaurer un débat serein, un débat calme, respectueux mutuellement, mais surtout c'est un débat qui s'inscrit sur du long terme, à savoir comment jalonner à travers des discussions, à travers des négociations, à travers, je dirais, une désescalade, puisque c'est ça dont il est question aujourd'hui. Et c'est exactement Retailleau ce qu'il cherche. Retailleau cherche, au-delà de l'islamophobie, c'est de... Vous savez, j'irai plus loin. À travers l'islamophobie, c'est l'Algérie qui est visée. Tout à fait. C'est l'Algérie qui est visée. On parlait tout à l'heure effectivement d'actes, moi ce que j'ai qualifié d'apologie du terrorisme, d'appel à la violence. Quand on parle abat le voile, c'est en train de dire appeler à la violence contre d'abord les femmes et contre les femmes musulmanes. Sympa en fait, l'équité, sympa le respect de la femme. Donc vous voyez bien qu'effectivement, et en plus il est dans une stratégie machiavélique. Vous savez, la plus grande
la plus grande, je dirais, fourberie d'un diable, c'est quoi? C'est de vous faire croire qu'il n'existe pas. C'est ce que fait aujourd'hui Bruno Retailleau, parce qu'il se déresponsabilise, en fait, il prend du recul en se disant non, c'est pas moi, c'est l'Algérie. Voilà, et d'ailleurs, je reviens sur, et je prends ça dans le conditionnel, effectivement, il se dit, dans les couloirs de l'Élysée, effectivement, que aujourd'hui, dans cette équation, cette brouille de crise diplomatique, la balle est dans le camp de l'Algérie. Non, messieurs. Tout à fait. La balle, elle est dans votre camp, elle est dans le camp de la France, où elle récupère sa rationalité, surtout sa responsabilité, et elle nomme les gens, ou alors elle donne procuration aux gens qui s'imposent, notamment en matière de diplomatie respectueuse, de diplomatie constructive et positive, ou alors ils garderont toujours ce nabot pour notamment faire perdurer cette crise et cette brouille ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on peut se rappeler, faut se rappeler, la genèse c'est important. 2 minutes. 45 minutes la prochaine fois à l'aéroport, quand tu arrives à Charles de Gaulle. Ah, ça, tu risques de manger, toi, Il y a juste une chose, gamin. Excuse-moi. Le climat anxiogène. Le climat anxiogène actuellement pour nous autres Algériens. Alors quand tu as le combo algérien-musulman, je te raconte pas. Ah ouais, tu es VVIP en France, tu vois, pour le climat anxiogène. mais c'est pas grave. Moi je vais vous dire, Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur, de la collectivité locale et des cultes. Il y a 6 mois, qui le connaissait? Personne. Il y a 6 mois, par son poste de sénateur, je crois qu'il était sénateur ou député. Voilà, personne ne prenait au sérieux son parti. Les Républicains avaient fait moins de 5%. D'ailleurs, ils avaient fait un pécreston pour rembourser les frais de campagne parce qu'ils n'avaient pas atteint les 5%, donc ils étaient inéligibles au remboursement des comptes de campagne de 2022. Les Républicains étaient un parti mort qui n'attirait plus personne. Les gens c'était ou sont partis vers Macron avec le groupe Renaissance ou vers la gauche ou vers l'extrême droite bien sûr, mais les Républicains étaient un parti, comme le Parti Socialiste d'ailleurs. Donc il y a 6 mois, cette personne était inconnue de tous et de tout le monde. Il a eu la chance d'avoir la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre, qui est un copain à lui, des Républicains. Déjà, quand Michel Barnier a été nommé Premier ministre, c'était un putsch démocratique, parce qu'il n'avait ni la légitimité, ni le vote du peuple pour devenir Premier ministre. Ensuite, il a été nommé ministre de l'Intérieur. Et là, c'est Retailleau derrière les micros et Retailleau derrière les caméras. Un jour, tu le vois ministre de l'Intérieur. Le lendemain, tu le vois ministre de la Justice. Il parle à la place de Daman. Le lendemain, tu le vois ministre de l'Éducation nationale. Il parle à la place de Elisabeth Borne quand l'adolescente a été tuée de 52 coups de couteau. Tu le vois ministre des Sports. Il parle du foulard. Tu le vois ministre. Retailleau à la plage, Retailleau à la piscine, Retailleau au bac à sable. En fait, ils cherchent les micros, la lumière, les caméras. Mais il faut rappeler quand même un truc important, parce qu'il faut quand même, pour revenir un peu de la raison, d'accord? Ce monsieur est un incendiaire, on l'a bien compris. Depuis le début, ça fait quand même 7 ans que M. Macron est aux commandes, on a quoi? On a un pas en avant, 2 pas en arrière. Un coup, Macron vient en Algérie, il dit un truc énorme avec l'histoire avant son élection, du crime contre l'humanité, c'était juste. Après, il revient en France, pression, il recule. Ensuite, à nouveau, il revient en Algérie, tout se passe très bien, il est reçu avec les fleurs, il va faire l'intéressant en rang, il va prendre la bain de foule. Puis après, il rentre en France et puis il nous sort devant qui? Devant un Kamel Daoud, comme par hasard, un ennemi d'Algérie. Comme par hasard. Voilà. Il nous sort quoi dans un journal? Oui, l'Algérie, il y a l'entrée mémorielle. Ok, très bien. Ensuite, l'Algérie passe outre, parce qu'elle voit les intérêts d'État à État. À nouveau, on est prêt à le recevoir, et à nouveau, un autre dérapage. L'histoire de Militaro, je sais pas quoi, enfin bref, tout un tas de délires comme ça qui sont donnés à chaque fois à travers la presse, c'est toujours des fuites de la presse. Mais on voit à chaque fois qu'il y a une tentative de rapprochement de l'Algérie et des gens qui réfléchissent en France, et un sabotage organisé. Au départ, M. Macron faisait un peu d'erreur, bon ça arrive politiquement, mais après, on a un agent maintenant qui est actif et qui valide le fait qu'il faut absolument une rupture avec l'Algérie. Et je constate qu'à chaque fois, tous les 15 jours, il y a un sujet Algérie. Mais ce qui est inquiétant, surtout, c'est de voir... tous les jours et demi. Tous les jours, je parle de lui. Non, je parle de lui en tant qu'acteur politique. Parce que Bolloré, il faut savoir une chose, c'est que le Bolloré est sous sa botte. Oui, ça entend bien, mais en tant qu'acteur politique, ça peut pas être tous les 15 jours. Donc aujourd'hui, il faut se poser une question. Les Algériens ont été quand même gentils. Ils ont toujours une réaction mesurée face à une réaction extrémiste. Et ce qui se passe, c'est que M. Retailleau cherche, parce qu'il se croit humilié, à humilier l'Algérie.
C'est intolérable. Alors je veux bien qu'il parle d'humiliation, mais quand deux agents français sont mis par terre en Israël, il n'y a pas d'humiliation apparemment. Oui. Par contre, quand nous on est polis et corrects, là il y a humiliation. Donc peut-être qu'il n'a pas été bien éduqué pour apprendre que se faire humilier, c'est être attaqué, pas le contraire. Oui, surtout- Et aujourd'hui, c'est eux qui attaquent. Rotaillot, il n'a pas donné de leçons. Bah oui. Encore moins à l'Algérie, d'abord en matière de terrorisme, en matière je dirais, de cohérence. Je rappelle que les attentats du Bataclan ont été commis par qui? Par des Marocains. Tout à fait. Ceux, même Bruno Rotaillot, effectivement, 300 qui traite, morts. 300 morts. hein. 300 morts, qui traite en fait l'Algérie de terrorisme et de tous les mots MAUX. C'est quel a été son directeur de campagne? Très bonne De question. quelle origine, figurez-vous? Othman. Un Marocain. Marocain. Là encore, le plus grand opposant marocain qui a été assassiné. Sur quel territoire? Ben Barka. Mbarka. Quel territoire? En France. En France. Ah, les barbouzes, là, pour le Vous coup. voyez, donc on ne parle pas de cet énergumène d'Amir DZ qui a été inventé de toutes pièces Qui pour aurait été- un recyclage d'opposants pour pouvoir justement s'attaquer à un pays, Ah, mais attendez, un pays on va grand pas dire, comme l'Algérie. on va pas, excusez-moi, moi il y a temps mort. Sur ça tu as tout à fait raison. Il y a un truc qui me sidère. C'est qu'il y a des juges en France qui pensent que sérieusement, c'est les services de sécurité algériens qui Ah, ont ça. essayé et qui ont en plus échoué. Donc déjà, essayer, c'est un truc de fou. Ouais. Mais qui ont en plus échoué à prendre un mec comme Amir DZ. Et qui aurait laissé une mine. Un Et énergumène. qui aurait C'est pas un laissé- mec, qui- c'est un énergumène. Voilà, bah, C'est un honneur pour lui d'être un mec. Ouais. Enfin, ce personnage. Non mais, vous imaginez que l'Algérie, avec tout ce qu'elle comprend comme service de sécurité, d'accord, des services de sécurité aguerris qui connaissent sous toutes les formes les meilleures possibilités de faire très bien leur travail, vont passer pour attraper un mec comme Hermi DZ, qui ne représente rien à part lui-même. Ouais, c'est clair. Parce qu'à part écrire des conneries sur Facebook ou sur... Bref, on va Dans dire son liberté business. d'expression, il fait ce qu'il veut, on s'en fout. Le sujet n'est pas là, d'accord? Il a que ça pour vivre, tant pis pour lui. Mais que des services de sécurité aillent en France, essaient de le kidnapper pour le ramener je sais où, dans une ferme, au milieu de la forêt, C'est tiré par les cheveux Ensuite, quand se même. relâcher pour lui dire va tout ensuite droit. pour le relâcher, Et le pour garder quel but, 50 heures ou Et 30 quel heures but ou 40 heures pour lui dire non mais finalement tu peux partir. En fait, et Sans ces but, deux, quoi. attendez, et ces deux nanas avec le voile, qui le mettent dans un truc et qui le droguent. En plus, le voile, quand Mais même. alors, Et qui lui il parle savait- avec le il voile, savait ouais, pas parce qui qu'ils l'ont il était. dit, vous avez Il vu le savait pas qui il JDD était. parisien, avec le voile, et qui lui ont dit non mais finalement tu peux partir, et le mec se barre en plein milieu d'une forêt, comme Mowgli, et il se trouve sur la mauvais route. scénario, un mauvais Non film. mais oh, Un non, mais mauvais t'as- scénario, un mauvais tu vois, film. ça me fait penser au film. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on était quand on était jeune, au film, tu sais, à 14h le dimanche où tu as envie de dormir, où tu comprends rien, tu as juste Faire envie la d'avoir sieste. des images pour faire la sieste. C'est exactement ce genre de truc. Derrick, par exemple. Ça n'a ni queue ni tête. Moi, je le sais vraiment personnellement. Cette personne ne représente rien. L'Algérie ne descendra pas le niveau de la grande Algérie à vouloir s'intéresser à une personne comme ça. Vous savez, le proverbe qu'il faut utiliser, c'est les chiens aboient, la caravane Ah, passe. ça. On les laisse aboyer, mais c'est indolore. Pardon, Baptista. La relation algéro-française, je suis d'accord avec Gamel, peut-être reviendra à des normes habituelles. C'est avec le départ, c'est devenu inévitable de Bruno Retailleau du ministère de l'Intérieur, parce que lorsque Jean-Noël Barrot dit sur RTL qu'à ce stade la situation est bloquée, c'est à cause de la partie française. Parce que je rappelle que les ambassadeurs des deux pays ne sont pas dans les capitales où ils sont postés. Ni l'ambassadeur d'Algérie n'est à Paris, ni l'ambassadeur de France est à Alger. La situation est bloquée parce que la partie française a refusé tous les appels lancés à la réconciliation, au dialogue par l'Algérie, et que Retailleau semble faire ce qu'il veut. Maintenant, on verra si en juin il y aura des solutions du Parlement, parce qu'il est question de dissoudre le Parlement par le président Macron. Maintenant, la loi lui permet, la Constitution lui permet. Est-ce que les choses vont changer d'ici là? Mais à ce stade, la balle n'est pas du tout dans le camp algérien, contrairement à ce que laisse entendre Jean-Noël Barrot, qui, à mon avis, devrait récupérer ses prérogatives du ministre des Affaires étrangères. Le blocage de la relation bilatérale algéro-française porte un nom, un seul. Bruno Retailleau. Retailleau. Et Bretaillot n'est pas la France. Stop.
et Retailleau n'est pas la France. Bien et sûr. Retailleau est trop petit pour être la France. Tout à fait. Badis. Je pense que la France doit aussi écouter les messages positifs de l'Algérie à répétition. Parce qu'encore une fois, je le dis haut et fort, l'Algérie peut être en colère aussi quand elle le veut. Et elle l'a fait savoir à travers cette réciprocité, toujours encore une fois, raisonnée et structurée et méthodique, dans le respect. Mais encore une fois, la patience a des limites. Moi, je me pose des questions, effectivement. On parlait des Républicains, on parlait de Retailleau, on parle de quoi? De 5-6% de poids électoral. Mais en même temps, les Républicains ont la moitié du gouvernement. Donc, et qui plus est, avec un ministère régalien. Oui. Donc, à un moment donné, il me semble pertinent, même plus qu'indispensable, d'en appeler à la raison, mais surtout aussi de, encore une fois, écarter les phénomènes trouble-fête qui troublent justement toute possibilité d'aller de l'avant, mais surtout aussi imposer un dialogue constructif. Et encore une fois, Retailleau sera peut-être, le départ de Retailleau sera la solution. Effectivement, tu avais tout à l'heure évoqué les appels à démission à répétition. Oui. Encore une fois, moi je conclurai là-dessus, et j'en appelle à la diaspora, j'en appelle à toutes les diasporas, j'en appelle à tous les binationaux notamment, pour comprendre aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre, ce qu'est en train de vivre l'Algérie. C'est un aperçu en matière de relations bilatérales, si demain, l'extrême droite ou les droites extrêmes sera au pouvoir. Très bien. Réfléchissez. Et c'est sur ces mots qu'on conclut, messieurs, cette partie. Merci à vous, mesdames et messieurs. On revient dans quelques instants. Vous êtes toujours sur Al24 News, mesdames et messieurs. Hebdo Chauffe se poursuit pour une dernière partie. Pour cette dernière partie, Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noël, bonsoir messieurs. Et ce soir, Nariman, on va parler cinéma avec ce bel hommage qui sera rendu au réalisateur algérien Mohamed Lakhdar Hamina au Festival de Cannes, 50 ans après sa palme d'or pour Chronique des années de braise. Exactement, je vous invite ce soir à réviser un peu vos classiques cinématographiques algériens. Si je vous dis Le vent des Aurès, Hassan Tero ou bien Chronique des années de braise, ça vous fait penser à quelle légende du cinéma algérien? Mohamed Hamina. Très bonne réponse, Faisal Mataoui. En même temps, je l'ai dit dans si l'intro. c'est vous qui répondez, c'est de la triche un peu. Cette année, l'Algérie sera présente à la 78e édition du Festival de Cannes avec un hommage qui sera rendu à ce monument du 7e art algérien qui est Mohamed Lakhdar Hamina, 50 ans pile poil après avoir remporté la toute première palme d'or algérienne, arabe et africaine de l'histoire du festival avec son chef-d'œuvre Chronique des années de braise en 1975. Le film sera à nouveau projeté dans le programme Cannes Classique 2025 avec une particularité. Il a été entièrement restauré par le World Cinema Project et par la Cinémathèque de Bologne sous la supervision bien sûr du réalisateur de 91 ans, Allah yatawwal fi amro, pour offrir une expérience inédite aux festivaliers. Et pour parler de cette projection, nous rejoint en direct Sofiane Zermani, alias Fianso, artiste et producteur algérien. Bonsoir Sofiane. Et acteur. Bonsoir à tous. Alaykoum salam. Bonsoir. So, Ça va, famille? ça va et toi? Alors Sofiane, vous faites partie des personnes qui ont justement fait en sorte que cette projection et que cet hommage se concrétise. Comment est-ce que ça s'est fait en particulier lorsqu'on sait que la concurrence à Cannes Classique, elle est assez rude? En réalité, ouais, la compétition était très rude, mais je dois évidemment rendre hommage énormément aux fils de Lakhdar Hamina, Tarek et Malik, qui se battent pour faire partager au monde entier l'héritage de leur père et qui leur appartient à eux plus qu'à n'importe qui. Donc je les salue en direct parce qu'ils nous regardent et je les remercie de me faire confiance au point de me laisser parler de leur héritage personnel. Et c'est un héritage pour tous les Algériens. Et effectivement, c'est une sélection officielle à Cannes Classique. Et cette année, il sera projeté le 23 mai, 50 ans jour pour jour après la Palme d'Or. Je tiens quand même à rappeler que Lakhdar Hamina, c'est pas que une Palme d'Or, c'est une vie de cinéma. Donc c'est aussi un premier prix de réalisation avec le Vent des Aurès dans les années 60. Et par la suite, des sélections au Festival de Cannes en compétition officielle en 82, en 86, et cette Palme d'Or en 75. Donc c'est vraiment une sommité au-delà même d'être une sommité pour le cinéma algérien, c'est une sommité pour le cinéma mondial tout court. Et puis c'est pas vraiment autour d'un anniversaire que célèbre Lakhdar Hamina, c'est vraiment autour de sa personne et de tout ce qu'il peut représenter pour nous, pour l'Algérie et pour le cinéma à l'international.
Et Chronique des années de Braise, c'est une grande fresque historique qui a été partagée en 6 parties, 6 chapitres, depuis les premiers mouvements de résistance jusqu'à l'insurrection en 1954. Faisal, le film est une épopée d'une grande force visuelle et qui mérite amplement sa place, son retour au Festival de Cannes. Absolument, et le film a été restauré, vous l'avez dit, par la Film Foundation qui appartient à l'acteur américain, réalisateur américain Martin Scorsese, et aussi la fondation Hobson Lucas qui est de George Lucas. George Lucas, c'est quand même un grand réalisateur. Les deux sont des grands réalisateurs. Star Wars notamment. C'est un film qui a été restauré en norme 4K, une norme universelle, et il sera distribué dans certaines salles. Il faut saluer le travail fait par Sofiane Zermani et Pianso, mais également c'est un très bon parce qu'il fallait imposer aussi ça parce que malheureusement nous avons tardé à avoir un pavillon algérien à Cannes, mais le travail fait par Sofiane avec Malik Ali Yahya qui a assuré la distribution et les fils de Khadr Hamina, Tariq et Malik, c'est un immense hommage qui sera rendu à Khadr Hamina l'Alémène parce qu'il faut noter que Khadr Hamina est le doyen des Palmes d'Or de Cannes encore en vie. C'est le dernier pratiquement. C'est pour ça que cet hommage est important le 23 mai prochain et nous souhaitons tous que prompt rétablissement à Mohamed Khadr Hamina qui est un peu malade et souhaitons aussi que la version restituée soit distribuée aussi dans les salles algériennes pour rappeler ce grand film, cette grande fresque cinématographique. Sofiane, outre cet hommage que vous allez rendre à Mohamed Khadr Hamina, vous serez également présent à Cannes cette année avec un film, votre première sélection officielle en tant qu'acteur. Le film s'appelle Le Roi Soleil de Vincent Maël Cardona. Il sera présenté en sélection officielle séance de minuit. Tout d'abord, félicitations. Et puis, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En réalité, c'est un film que j'ai adoré faire. C'est un film d'un réalisateur qui a pris le César du premier film il y a 2 ans. Et c'est un film un peu choral avec des super comédiens. C'est un huis clos. C'est une super intrigue. Je me permets de revenir sur le sujet d'avant, pardonnez-moi, c'est pas de la plus modestie du tout, mais c'est super important de le préciser, c'est que le film Chronique des années de Braise ressortira en salle le 6 août. Donc c'est important de le rappeler, il sera disponible en salle le 6 août. Et d'ailleurs, les noms qui sont cités autour de tous ceux qui ont pu participer à cette sélection ne sont pas les seuls à citer, évidemment, conjointement avec énormément d'Algériens qui ont tissé, qui ont parlé, qui ont constitué cette espèce de lobby autour de la sélection de ce film. Et puis surtout Thierry Frémaux, merci beaucoup. Le Festival de Cannes, merci beaucoup. Toutes les institutions algériennes qui ont pu y participer. Et puis voilà, les filles de Khadr Hamina aussi travaillent aussi conjointement avec le ministère de la Culture. Il y a énormément de personnes qui ont participé à tout ça. Donc voilà, vraiment, il faut rendre les lauriers à tout le monde. Et puis merci beaucoup pour ces félicitations. Effectivement, c'est ma première sélection cannoise et j'en suis très fier. Moi, il y a une chose, Sofiane, que je voudrais dire. On se connaît très très bien, toi et moi. Tu es quelqu'un qui est très important dans ma vie. Et je voudrais te rendre un hommage parce que les gens ne le voient pas. Sofiane est un ami à moi, un ami sur lequel je peux compter. Il sait très bien qu'il peut compter sur moi. Mais c'est un mec, c'est le relais. C'est lui qui fait tout, toujours dans l'ombre, sans parler, sans s'attirer la publicité pour dire moi, je, qui avait cette ambition de mettre un film algérien à l'honneur et un ancien film qui a été récompensé au Festival de Cannes. C'est un projet qu'il a depuis longtemps. C'est un projet qui l'a bouffé, qui voulait absolument arriver à faire. Et donc moi je te rends un grand hommage parce que je rends un grand hommage à ton patriotisme et que tu n'as jamais oublié l'Algérie. Sofiane, malgré que ça soit une star internationale, qu'il soit producteur, artiste, chanteur, reconnu nationalement et mondialement, n'a jamais oublié l'Algérie. C'est une personne qui vient très régulièrement en Algérie. Tous ses étés, quand il était jeune, il est passé en Algérie. Quand il veut partir en voyage pour se reposer, il vient en Algérie. Il a les moyens d'aller dans tous les pays du monde. Il veut exclusivement venir en Algérie. Donc c'est ça les patriotes que nous aimons. C'est ça les gens qui n'oublient jamais leur patrie. Et je suis fier d'être ton ami. Voilà, Sofiane. C'était la séquence émotion. Non, mais c'est parce que c'est une séquence émotion sincère. Voilà, ça c'est la véritable sincérité. C'est bien de le dire parce que cette sélection, elle vient aussi appuyer la présence de l'Algérie et des Algériens en général à ce type de festival international, n'est-ce pas, Fianso? C'est surtout qu'au-delà de ça, il est important de célébrer nos fiertés tant qu'on les a encore avec nous et
de continuer à nourrir l'héritage. En réalité, Lahd Al-Hamina, c'est une énorme figure et derrière, il y a énormément d'héritiers, énormément de cinéastes algériens qui font des films à l'année, qui représentent le pays à l'international, etc. Et au-delà n'avoir jamais oublié l'Algérie, je suis surtout reconnaissant que l'Algérie ne m'ait jamais oublié, qu'elle m'ait accueilli comme ça, et en tant qu'anonyme et en tant que personnalité. Donc non, je suis extrêmement reconnaissant, et je suis reconnaissant surtout pour tous ceux qui font des efforts et qui font leur part toute l'année, dans l'ombre ou dans la lumière, pour le drapeau. Actuellement, on est en train de discuter, et puis il y a DJ Snake qui est sur la scène du Stade de France, il y a Karim Moussaoui qui est dans les cinémas, etc., etc. Il y a un énorme mouvement et on a une culture magnifique. Et vraiment, le vecteur culturel, c'est notre meilleur ambassadeur, en tout cas, en termes de communication. Donc voilà, c'est super important et merci en tout cas à 24 de relayer cette information. Il faut saluer aussi le travail fait par M. Nassim et Mohamed Amr, qui est directeur de la coopération et des échanges au ministère de la Culture. Notre appareil diplomatique aussi en France, en coordination bien sûr avec Sofiane, avec Malik, avec les fils de Al-Hamina pour avoir cette présence, parce qu'il fallait se battre pour peut-être Sofiane ne le dira pas, mais c'était pénible pour convaincre un homme comme Thierry Frémaux, qui est le délégué général du Festival de Cannes, pour avoir donc une place au Festival de Cannes. Je salue aussi Sofiane et je joins ma voix à celle de Mahdi pour saluer le travail que fait Sofiane en soutenant les jeunes, parce que Sofiane parfois dans l'ombre, il soutient les jeunes des rencontres cinématographiques de Biaya, les scénaristes, etc. Il fait un excellent travail. Bravo Sofiane, il faut continuer. Merci beaucoup. Merci. Continue comme tu es, So. Merci beaucoup Sofiane Zermani d'avoir répondu à nos questions. Et puis ça fait plaisir de voir que les Algériens, avec leur travail, à travers ce qu'ils font, ils sont partout. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que toutes les informations sont un petit peu liées à l'Algérie. Par exemple, cette semaine, le Vatican a élu le cardinal Robert Francis Prévost, alias Léon XIV, comme 267e souverain pontife. C'est donc le premier pape américain de l'histoire, un Américain qui est néanmoins très proche de l'Algérie. Et d'ailleurs, juste avant son investiture, des spéculations allaient bon train sur la probabilité de voir un Algérien à la tête de l'Église catholique, en faisant référence à l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco, qui a tenu lors d'une interview à réaffirmer auprès des journalistes son appartenance à l'Algérie. On regarde. Je pense qu'un président français serait heureux qu'il y ait un pape français. Enfin, je veux dire, voilà, je suis pas concerné. Moi, je suis un cardinal. Non, mais je suis un cardinal algérien. De nationalité, je suis franco-algérien. Comme cardinal, je suis algérien. Mathieu, une réaction à l'extrait qu'on vient de voir. Déjà, il a précisé qu'il était binational, parce que le président de la République lui a offert la nationalité algérienne par rapport à justement à l'amour de ce cardinal vers l'Algérie. Donc ça tord le cou aux rumeurs comme quoi les chrétiens ne sont pas bien accueillis en Algérie, la preuve étant, et qu'il revendique son algérianité comme ça aux yeux et aux vues de tout le monde. Sur la place Saint-Pierre, au Vatican, pendant le conclave, justement juste après le conclave qui a élu le pape Léon XIV. Ben voilà, ça prouve comme quoi il ne faut pas écouter et regarder les médias mainstream qui tapent sur l'Algérie du matin au soir. Vous en avez la preuve par A plus B que tout ce qui se raconte comme conneries, excusez-moi l'expression pour les auditrices et les auditeurs, ne sont que des conneries de l'extrême droite et des anciens de l'OAS. Donc voilà, c'est une belle preuve d'amour de ce cardinal pour son pays qui est l'Algérie, pas pour son pays d'adoption, pour son pays qui est l'Algérie. D'ailleurs, Léon XIV a déclaré « Je suis un fils de Saint-Augustin, oui, justement, vous, je suis chrétien et pour vous, évêque ». Parce que Saint-Augustin, vous savez qu'il est algérien, il est né à Tsougharas, Taras. Vous spoilez, vous spoilez. Tu as spoilé Nariman. Vous spoilez la partie de Nariman. Je vous ai spoilé. Spoilé, D'habitude, c'est Mahdi et ça maintenant, c'est mon tour. Justement, un autre illustre algérien qui a été cité ces derniers temps, c'est Saint-Augustin. Lors de son premier discours en tant que pape, Léon XIV, comme vous venez de le dire Faisal, a déclaré être un fils de Saint-Augustin, une filiation revendiquée comme pour signifier l'influence de la pensée de l'illustre enfant de la Numidie, natif de Tarast, actuellement Tsougharas. Là, Bruno Retailleau est en PLS. Il a entendu ça y est. Là, je peux te dire que Bruno Retailleau, il dort pas ce soir. Voilà, le nouveau pape se réfère donc à la règle de
Augustins d'Hippone, ancienne appellation de l'actuelle ville de Annaba, qui abrite aujourd'hui la basilique Saint-Augustin. D'ailleurs, Faisal, le témoignage du pape constitue une valorisation des valeurs incarnées par l'Algérie, qui est tout de même un pôle historique pour le catholicisme et le christianisme. Absolument. Oui, Léon XIV c'est le premier monothéisme en général. Oui, c'est le premier pape américain de l'histoire et il est augustin. Il fait partie de nord-américain. Vous avez raison. Et il est donc fait partie de l'ordre des Augustins et il faut noter que dans l'histoire, Gamel, le premier pape africain, il serait né en Algérie. Oui. On ne le dit pas assez. On voit d'ailleurs les images de la basilique de Saint-Augustin, qui est l'une des plus vieilles églises du monde. Et qui est à Annaba. Victor Ier, qui était en 1889. Ça veut dire au IIe siècle après Jésus-Christ, il est à Mazir. Certains historiens pensent qu'il est né dans le nord-est algérien, ça veut dire dans la région de Annaba. C'était le premier pape africain de l'histoire, je pense que c'était le 14e. Et cette référence à Saint-Augustin, peut-être ça rassure, parce qu'on pensait que les 135 cardinaux, lors de le conclave du Vatican, allaient élire peut-être un pape qui serait moins modéré que le pape François. Mais là, non, Léon XIV, qui est d'origine péruvienne, il va dans le sens de pape François, ça veut dire qu'il est contre les lois, les lois anti-immigration, il est pour la justice, il est pour la paix. Il va donc poursuivre ce message qui était porté par Saint-Augustin, parce que Saint-Augustin était un porteur de messages de paix. Donc il y a quelque part une référence à l'Algérie. Sofiane, oui, mais ça... à quand un film sur Saint-Augustin. Sur Saint-Augustin, par exemple, exactement. On adorait surtout aller explorer ces époques-là. C'est clair. Et puis en plus de ça, c'est très bien ce qui se passe sur ce plateau, parce que les Algériens sont fiers de revendiquer leurs cardinaux, sont fiers de revendiquer leur historique, même avec d'autres religions. Donc finalement tout ça reste du patrimoine et de la culture algérienne. Donc on ne devrait faire ça. Exactement. Et puis Badis, ça vient aussi déconstruire la propagande autour de l'Algérie, qui est au final, contrairement à ce que certains veulent faire croire, un pays qui garantit la liberté de culte et de croyance. Tout à fait, Mehdi l'a dit tout à l'heure à juste titre. Et on voit les images derrière du président de la République recevant le cardinal de Vasco. Oui. C'est important de rappeler effectivement que l'Algérie est engagée avec ferveur, avec dévouement, notamment en matière de tout ce qui est dialogue interreligieux, en matière de liberté du culte, notamment avec les chrétiens d'Algérie. Et je pense que le cardinal d'Alger l'a bien illustré à travers des propos, puisque son appartenance et sa fierté d'appartenance à l'Algérie prouvent qu'effectivement il vit pleinement sa religion sur le territoire algérien, dans lequel il se projette, dans lequel il tire ses racines aussi, puisqu'il évoque effectivement cette symbiose avec l'Algérie. Et puis je reviens aussi dans la chronologie, notamment des obsèques de François, du pape François, effectivement, avec la présence notamment du ministre des Affaires étrangères qui est pour représenter le président de la République, Al-Majid Tebboune. C'est aussi une marque de confiance, notamment pour démontrer qu'effectivement l'Algérie est aux côtés pendant les joies, notamment de la chrétienté, mais aussi pendant les drames comme les obsèques et le décès du pape. Et puis surtout, elle s'inscrit en projection, comme je disais, en dialogue, en message de paix. Je reviens sur notre cardinal algérien, effectivement, qui avait évoqué, rappelez-vous, je fais un parallèle avec Rotaillot, et comme oui, tu fais bien de le dire, qu'il sera en PLS, puisque lui-même avait pris position pour défendre l'Algérie, parce qu'il considère que l'Algérie détient un discours sage, un discours raisonné, responsable dans cette brouille qui est fomentée par des troubles faits et parfois même des voyous, des barbouzes. Donc non, c'est important de dire que l'Algérie vit pleinement sa religion d'abord première, mais aussi tolère, dans une tolérance, dans un vivre ensemble, dans une coexistence, notamment de dialogue interreligieux, et elle le démontre aujourd'hui à travers des positions claires, franches, mais surtout, encore une fois, responsables. Des positions claires et franches. D'ailleurs, le cardinal Vesco avait appelé dans le quotidien La Croix à la reconnaissance des crimes commis par le colon français à l'époque donc de la guerre de libération. L'Algérie a toujours été une terre pour l'Église, pour les terres chrétiennes. On a parlé de Saint-Augustin, on a parlé de Victor Ier. Oui, il y a toujours de la tolérance religieuse sur le territoire algérien, même si les musulmans sont là, donc la partie dominante
de l'Algérie, mais il y a quand même une coexistence pacifique entre les autres religions en Algérie. Donc il n'y a jamais... Parce qu'à un moment donné, Badis, on a voulu jouer aussi cette carte de la persécution qu'aurait eu lieu contre les religieux. Parce qu'à l'époque, il y avait des églises qui n'étaient pas déclarées aux autorités. C'était de l'œuvre des évangéliques, pas les catholiques. C'est une démarche politique. Oui, qui sont des extrémistes, qui sont etc., surtout aux États-Unis, qui ouvraient donc des églises pour faire du prosélytisme sans Il y a une autorisation symbolique des forte aussi, il autorités. ne faut pas oublier. Aux États-Unis, parce que là maintenant c'est un pas d'origine sud-américaine, mais américain du Nord. Il faut savoir qu'il y a eu un seul président américain qui était catholique. Là, on met à l'honneur un pape catholique, c'est pas rien. Oui. Mais j'ai envie de dire simplement par rapport à la question de cette tolérance, j'aime pas le mot tolérance, parce que ça veut dire que c'est limite, il y a une acceptation, c'est plus qu'une tolérance, c'est que le monde arabo-musulman en général, et l'Algérie en particulier, a non seulement protégé les minorités religieuses, mais les a en plus valorisées. Donc aujourd'hui, on se rend L'Iman compte de la Abdelkader réalité. à Damas a Tout à protégé fait, les chrétiens. absolument. C'est marqué le marbre. Et c'était marqué dans l'histoire. Très bien, merci Nariman. Merci également à vous, Sofiane Zermani. Est-ce que vous auriez un dernier mot avant de clôturer cette émission? Eh ben, soyez fiers de nous comme on est fiers de vous, et puis on fait le max qu'on peut. Et voilà, vraiment, je dois rendre justice à la famille de Lakhdar Hamina, qui me fait un énorme honneur en me faisant confiance et en prenant la parole sur leur héritage. Et une dernière chose, je vais avoir un coucou tout particulier pour une jeune Algérienne qui est sélectionnée au Festival de Cannes en compétition court-métrage qui s'appelle Oumia Anader. Et c'est sa première sélection, c'est son court-métrage. C'est une jeune Algérienne sur laquelle on compte énormément et de laquelle on est très fiers. On est très fiers d'elle. Et Tahia Bonne chance à Al-Jazair, elle. bien sûr. Et Tahia Al-Jazair, et comme aime le dire très souvent Sofiane Zermani, vive le mob. Pour une fois, on va le dire ici. Mesdames et messieurs, Tahia l'USMA. mesdames et messieurs, merci à vous de nous rester fidèles. Rendez-vous samedi prochain, 21h. À très bientôt. Enjoy the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie.